Aujourd'hui, le sujet, jardinage 101. Donc, dans le Discord, c'est votre faute en passant, là. Hein? Les gens dans le chat, les palaces et JDR Ninja de ce monde, qui ont commencé à jaser, puis qui ont justement dit, si t'as des questions, Palace qui dit, si t'as des questions sur le jardinage ou sur les plantes, c'est pas à Joe, faut que t'les poses, t'as Ben. C'est vrai. Moi, j'ai zéro le pouce vert. Quand j'ai acheté la maison, il y avait des arbres. Quand Mel a emménagé, à peu près 5 ans plus tard, il y avait les mêmes arbres. J'ai planté absolument rien à travers ces années-là. Fait que c'est ça. C'est elle qui plante, c'est elle qui installe, c'est elle qui choisit. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis pas très bon dans tout ça. Fait que j'avais besoin de conseils. Mais je taille des headsets, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, avec de l'aide. Je fais rien tout seul, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas d'headset. Voilà, ça règle le problème. Mais là, la raison pourquoi j'ai choisi Ben pour venir parler jardinage, c'est que... Il y avait personne d'autre. C'est ça. J'ai demandé à 25 autres personnes, m'ont tous dit non. Qu'il restait juste Ben en bout de ligne. Mais non, mais tu travailles en horticulture depuis, ben, en tout cas, depuis aussi longtemps que je te connais, mais tu as travaillé quoi? Oui. Technicien d'aide en recherche? Ouais, dans le fond, j'étais agent de recherche pour l'Institut de recherche en biologie végétale au Jardin botanique de Montréal. Donc, je travaillais là 12 ans. D'ailleurs, je vais probablement y retourner en fin de semaine parce qu'il faut que j'aille travailler là-bas. Ouais, ben, tu vois, c'est un petit monde. Puis ces gens-là sont tous connectés ensemble. Connectés, comme ça. Puis, ils ont besoin d'aide pour une des tâches qui s'appelle le dépistage. Et non, ce n'est pas comme le dépistage pour voir si tu as des bébites. Mais c'est le même principe. C'est le même principe parce qu'on dépiste pour voir si les plantes ont des bébites. Donc, ça vient de là. Fait qu'il faut que j'aille les aider avec une expérience qui nécessite du dépistage. Et pour voir si on a des maladies, des ravageurs, autant dans l'installation qui est en ville que dans les contenants, les 350 contenants de leur expérience. Donc, juste ça, 350 contenants. Ouais. Un petit Allô, samedi, Hogan. là. Un petit samedi, mais ça se peut que j'y aille pas parce qu'il y a de la flotte, puis ben, ça biaise un peu qu'est-ce que tu fais si tu y vas quand même moins. OK. Fait que ça, c'est pour le côté recherche, mais à la base, moi, je suis un technologue en production horticole et en environnement. Fait que tu produis des plantes avec des notions en environnement, puis t'es formé pour les phytotechnologies, puis toutes sortes d'affaires de même, des mots compliqués. Puis... En gros, j'ai travaillé dans des pépinières, j'ai travaillé dans des serres de production, puis j'ai travaillé en recherche, puis maintenant je travaille pour Québec Vert, qui est une organisation qui fédère toutes. Ben, c'est 9 associations de professionnels du secteur. Donc, ça représente et promouvoit ce secteur-là de l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière. Donc, c'est tous les gens qui travaillent en architecture du paysage, les gens qui travaillent en arboriculture, l'irrigation, que ce soit les paysagistes, les pépinières, les producteurs en pépinière, les producteurs en serre. T'es rendu tout petit, Joe. Je me suis rapetissé parce que sinon, j'ai les cheveux dans le cadre. Ça me fatigue. Donc, c'est tous ces gens-là qui travaillent là-dedans. L'irrigation aussi, c'est ça. C'est ce que je fais. Je fais. En fait, c'est les mêmes personnes, même Chloé et Marilyn travaillent là. Donc, des gens qui jouent à Dungeon avec nous autres sont là avec. Ben oui. Effectivement, ton monde est très petit. Tu retournes travailler où tu travaillais pour les aider. Tu travailles avec les gens qui tu joues à Donjon. Oui, effectivement. Puis qui était dans ce lab-là aussi, tu sais. Fait que c'est juste. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tout est interconnecté.
tout est dans tout. Tout est dans tout. Ça, c'est une Fait que là, belle tu voulais phrase. savoir des histoires ou des informations sur les cossins verts qui poussent dehors. Oui, c'est exactement ça. J'ai une liste de questions c'est pas nécessairement exhaustif. Et ça se peut qu'on les pose toutes, ça se peut qu'on les pose pas toutes, on verra. Mais c'est ça. On va aller avec le guide du bon petit jardinier, dans le fond. D'accord. Comme si, ce qui est totalement vrai, j'avais pratiquement jamais jardiné de ma vie. Et ma première question, c'est quand je lis, parce que j'ai lu un peu sur le sujet, quand j'ai regardé, il y a à peu près n'importe quoi comme outil pour pouvoir planter, s'occuper des plantes, faire germer ses pousses à l'avance. Si j'ai absolument rien, là, qu'est-ce qu'il me faut comme starter kit, maintenant? Ça dépend. Tu veux dire comme pour préparer des semis à l'intérieur de la maison, toi, tu parles? Ouais. Oui? Ou non? Entre autres, mettons, là, demain matin, je vais commencer un jardin, j'ai absolument rien. OK, ben Qu'est-ce que tu me dis, c'est un bon starter kit? Ben, tu peux aller, tu sais, dans les magasins, les jardineries de ce monde, les pépinières, il y en a des starter kits. Ils vont te vendre ce qui s'appelle des plateaux multicellules, là. OK? Là-dedans, c'est plein de petites cellules, des petites cellules de terre. OK, c'est pas gros. Et ça va venir souvent avec un dôme transparent. C'est comme ça te fait ta mini-serre. C'est une toute petite serre. Ça, souvent, c'est pour partir des semis à l'intérieur. OK? Tu t'achètes des semences avec ça parce que ça a l'air que c'est juste de la terre de même, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Non, si je fais juste mettre il faut que je mette une graine t'arroses dedans. ta terre, puis là, tu le regardes, ça risque de pas faire grand-chose, tu sais. Fait que... Regarde, moi je pars de rien, là, je veux le détail, il faut que ce soit clair. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux t'acheter un kit tout fait. Genre, il y en a de toutes les sortes, OK? Mais le principe reste le même. T'as un magnifique petit plateau que tu peux mettre des petites semences dedans. OK? On reviendra à les semences après, là. Mais le principe est tu peux faire ça, t'as des kits tout faits. Mais moi, revenir Grumpy puis Palace pour les kits DIY, là, c'est d'autres affaires, mais c'est toutes des affaires qui sont valides. Fait que pour monsieur tout le monde qui veut pas se casser la tête, tu peux te pogner un kit comme ça. Et là où il y a la variante, c'est que tu n'es pas obligé, pour la majorité des plantes, de faire des semis intérieurs. Moi, j'en fais pas. Parce que normalement, tu peux laisser ça sur le bord de la fenêtre et tu vérifies que genre ça a le temps de sécher, tu réarroses. Faut juste pas que ça sèche au complet, tu sais. Donc, tu gardes ça quand même humide, avec une bonne température, puis ça va germer, puis c'est juste que ça va être prêt. C'est quand tu vas avoir tes petites pousses, tu vas pouvoir les transplanter à l'extérieur au moment opportun, qui est une autre notion. Hein? Donc, ça, c'est pour la partie kit. Fait que ça existe. Si on reste dans le même thème du kit, tu peux faire toutes ces affaires-là avec du stock chez vous. Ouais. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais ça marche aussi. T'sais. Et tu peux faire, comme il dit, n'importe quoi qui est comme le principe qui c'est capable de faire, d'accumuler de la chaleur comme un sac Ziploc, tapé dans la porte patio. Je veux dire, ça va marcher. Là, le principe est le même. Est-ce que c'est la meilleure solution? Peut-être pas. Est-ce que ça va marcher? Potentiellement. Mais... L'idée, c'est le même principe. T'as un substrat, t'as du terreau, tu plantes tes semences, t'es dans un sac Ziploc, ça fait un effet de serre, t'as de la chaleur qui se concentre, t'as une humidité relative qui augmente. Pas au micro-ondes. Micro-ondes, tu fais shaker les molécules d'eau, puis tu vas tout faire cramer. Fait que tout va mourir. Donc, tu peux le faire avec ça. Les affaires aussi, là, si tu veux pré-germer dans un Scott Towel humidifié, ça marche aussi. Il faut juste que tu te surveilles et que tu les transplantes dans la terre rapidement parce que ça peut pourrir. Et il y a du champignon qui peut s'installer là-dedans assez vite. On s'entend. Dans l'air, partout, il y a des spores et ça peut être contaminé. Ça aussi. T'sais. Fait que ça, c'est une des choses. Ça, c'est toute la partie genre kit qui est des petites cellules puis des petites semences que tu mets dedans. Sinon, tu peux planter
direct dehors, comme moi je fais. Il y a la nuance, puis là, je veux pas te perdre, là, mais quand l'idée, le best dans la vie, comme dans toutes les choses, c'est d'avoir une bonne source d'information, là, comme un livre ou un site web qui est très recommandable, mettons. Parce que, et ben avoir du temps aussi, mais ça prend pas beaucoup de temps, ces affaires-là. T'sais. Fait que, il y a ben, selon l'espèce que tu veux planter, ben t'as des périodes dans l'année que tu peux le faire. T'sais. Puis ça, c'est tout indiqué sur les sites. Ils vont te dire, ben ça, tu plantes ça là. Quand ça a dégelé, là, autour de telle date puis telle date, là, tu peux le faire, c'est correct, tu sais. Ils vont tous te dire ça. Fait que, tu vois là, un exemple, il y a des espèces que tu peux planter quand le sol est dégelé, puis que même s'il y a encore des gels, exemple les radis, puis certaines laitues, au printemps, super tôt, là, on est chanceux, il fait encore frais là, pour eux autres, tu sais. Fait que, tu peux faire du semi-direct, ça s'appelle comme ça. C'est pas compliqué, c'est assez self-explanatory. Dans ça direct dans le sol de wall. Fait que, t'as deux options. Le premier, c'est juste parce que tu veux gagner tu vas avoir de l'avance. C'est juste ça. T'as de l'avance, tes semis sont plus gros, tes petites plantules sont plus grosses quand tu les mets dehors, fait que t'es as avant. Fait que tu vas pouvoir avoir tes légumes ou peu importe avant. Ils vont déjà être plus prêts, puis t'auras pas besoin d'aller à la pépinière ou à la jardinerie t'acheter des caissettes de légumes toutes faites. Puis ça te donne le fun de les faire pousser. Fait que ça, c'est, mettons, pour ça. Tu peux aller plus loin des détails des semences pis tout, là, mais ça, c'est pour toi. Là. On va sûrement y revenir éventuellement, mais là, tu sais, toi, tu parles de, OK, on peut faire des semis à l'intérieur, on peut faire des semis directs. On peut acheter des plants. Oui. Là, toi, tu parles vraiment, on part avec les semis. Est-ce que c'est que tu as une préférence de partir avec des semis ou. Moi, j'en ai pas, c'est selon mon temps. C'est genre, j'ai-tu le temps d'aller mettre des semences dans la terre ou j'ai juste fait comme, well, fuck. Je l'ai pas fait. Fait que je vais aller à la pépinière, puis je vais aller m'acheter les plants qui sont déjà partis, puis je vais les planter. C'est genre, c'est juste le fun de semer à la volée. Ça coûte moins cher, évidemment, là, tu sais, je veux dire, mettre des semences ou t'acheter des plants un peu plus gros, c'est sûr qu'il y a une différence de prix, là. Mais c'est surtout ça. C'est vraiment en fonction de ces différents facteurs-là. Temps, argent et le fun de tu veux-tu pousser à partir de la semence ou du temps crisse. C'est un bon point. C'est un excellent point. Tu disais, selon ce qu'on plante, il y a des trucs qu'on peut planter direct après le dégel. Il y a des trucs qu'il faut attendre un peu plus longtemps avant de planter, là, selon ce qu'on décide de planter. Est-ce qu'il y a une période, mettons, là, que tu te dis, OK, ben, tu veux pas te casser la tête, là, tu sais pas si tu peux planter tout de suite après le dégel, tu veux pas avoir à chercher sur Internet un moment que tu te dis, à partir de tel moment, t'es safe, peu importe ce que tu plantes. Ben, habituellement, c'est tout le temps le même principe, puis tu l'as déjà dit la réponse. C'est, tu peux planter quand le sol est dégelé, puis quand les risques de gel sont passés. Habituellement, passer à la fête des mers, là, les gels, tu sais, ça c'est la règle de pouce là, que n'importe qui se rappelle un peu. Là. Genre, habituellement, ça reste de la météo, puis genre, avec les changements climatiques, ça prend un peu le bord. Là. Mais habituellement, passer à la fête des mers, il n'y a plus tant de gel. Mais ton meilleur ami, c'est genre Météo Média puis Environnement Canada. Là, fait que tu regardes et tu vois s'il y a des risques de gel au sol. Habituellement, s'il fait en bas de 5, là, fais attention. S'il va faire en bas de 5 la nuit, là, c'est surtout ça. OK. Fait que si c'est en bas de 5, là, ça se peut que t'aies des trucs qui reviennent pas. Là. Ouais, c'est ça. Il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres. T'sais. Donc, habituellement, si tu vois qu'il fait en bas de 5, rentre ton stock qui est fragile pour la nuit. T'sais. OK. Puis, également, si on a comme on s'entend le mois de mai, là, c'est genre des périodes d'alternance de chaud puis de froid. C'est également.
chaud, frais, humide, là. Tu le sais, t'es en science. C'est propice pour la germination de certaines spores. Donc, et le développement de pathogènes également. Pas pour rien qu'on pogne le rhume à ce moment-là. C'est ça. Fait que c'est le même principe dans la nature. Il va y avoir certaines maladies fongiques qui vont se développer plus dans ces moments-là. Donc, C'est bon, ça. j'ai-tu répondu à toute la question qui était de... Ouais, c'est juste la Oui. température puis le moment, ouais. C'est bon. OK. Là, on plante, puis je me doute qu'il y a plein de trucs qui ne passeront pas au même rythme. Mais si je plante, mettons, à la fin de semaine, la longue fin de semaine, la fin de semaine de la reine, la fête de la reine, celle qu'on vient tout juste de Ouais. passer, ça me prend à peu près combien de temps avant de récolter quelque chose? Ben, Ça, c'est ça pour ça doit que je te dépendre dis, de ce que je plante. oui, c'est ça. C'est tout le temps en fonction de qu'est-ce que tu plantes. Tu sais, des radis, c'est super court. De la laitue, ça a un certain temps. Mais la plupart du temps, tu sais, c'est comme... Tu peux dire, il y en a qui sont plus hâtifs, justement, qu'à l'intérieur du même mois. Tu sais, du mois, tu vas en avoir. Parce que leur cycle est court, tu sais, du mois ou un mois et demi. Il y en a que ça va te prendre comme 55-60 jours de maturité, genre des tomates, des affaires de même, tu sais. Fait que ça peut être très long, là. Fait que c'est pour ça que je dis, le meilleur outil que tu peux avoir, c'est vraiment d'aller voir une ressource qui te dit tout ça, comme dans une grille, puis que l'information est facilement disponible. Puis on a beaucoup de vulgarisateurs qui existent. Puis mon préféré, comme je dis tout le temps, ça reste... J'aurais dû mettre mon coton ouaté, mais le jardinier paresseux, là, c'est tout le temps un go-to pour ça, là. C'est le monsieur... Le monsieur d'origine, le jardinier paresseux, est décédé en 2022, il me semble, monsieur Hodgson. Mais son garçon, Mathieu, qui écrit également pour nous autres dans certains magazines. Oui, monsieur Larry est décédé. Mais ça reste que ces gens-là, ce sont d'excellents vulgarisateurs. Donc, ils te rendent ça pas compliqué, là. Et c'est genre magique à l'air. Tu fais comme, ah, j'ai tout compris. Pourquoi il y a personne qui l'explique de même? Donc, Ouais. en train de lire ce que les gens disent. Oh oui, moi aussi, je garde un œil très, très vague. Je vais rappeler aux gens qu'on a une récompense, la boîte à questions. Donc, si vous avez des questions pour Benoît, à la fin, parce que je ne prendrai pas en note au fur et à mesure, c'est sûr qu'on va en oublier. Ah, Fait que, pour répondre à Mel, oui. Au mois de mai, il y en a beaucoup, effectivement, qui ont les arbres ornementaux en fleurs vont souvent subir certaines maladies fongiques, des brûlures bactériennes aussi et compagnie, là. fait que c'est interrelié, là. Ouais. Le fait qu'ils fleurissent en mai puis qu'ils sont plus fragiles à certaines maladies fongiques. Ça dépend du mois, ça dépend de comment le mois de mai se déroule. Ok. Comment le printemps se déroule. On peut avoir un printemps qui est sec, qui est chaud nécessairement, puis ça se passe bien. Puis si on a des conditions comme là, qu'on a de l'humidité persistante, puis qu'il fait frette, puis qu'on a des périodes d'alternance de chaleur, ben c'est plus propice, tu sais. En effet. Tu parlais d'arrosage un petit peu plus tôt, là. Tu disais, ah, ben là, Ouais. tes semis, il faut que tu t'assures que ça devienne pas sec, et ci et ça. Ben, comment je fais pour savoir quand est-ce que j'ai besoin d'arroser? Puis si j'ai Ben, trop arrosé. Parce Trop que arrosé, je dans veux le fond. pas faire pourrir, Ah, là. non, c'est ça. En général, là, pour la majorité des plantes, tu sais, les semis, c'est un petit peu plus. Tu veux qu'il y ait quand même le temps de sécher un peu, tu sais, que ça ait le temps de se drainer l'eau, là, puis que ça reste pas dans l'eau, tu sais. Oui, pour les semis, il faut que tu gardes une certaine humidité. C'est ça qui est un petit peu différent, là. Faut que tu gardes une certaine humidité, puis tu veux pas non plus qu'ils pourrissent parce qu'ils restent juste dans l'eau, tu sais. Fait que l'idée, c'est que... Ça, c'est la façon compliquée de le dire. La façon simple, c'est genre... Arrose, puis quand tu vas mettre ton doigt dans la terre, puis mettons, les premiers centimètres sont secs, là, quand tu laisses les premiers centimètres sécher, là, puis que ton plateau commence à être léger, arrose. Sinon, arrose pas.
Puis pour dehors, mettons. Parce que ça, c'est pour tes Dehors! semis. Ouais, dehors, c'est le même principe. C'est mettons, tu le vois, là. Tu sais, ta terre va être. Si elle reste, là, il mouille tout le temps, arrose pas pantoute, là. Zéro, là, tu sais. Zéro, arrose pas, là. Mais, mettons qu'on a des journées chaudes, va y vérifier, check si ta terre, tu sais. Faut qu'elle. C'est ça, dans les premiers centimètres du sol, ça commence à être sèche. Tu sais, dis-toi que les racines sont pas capables d'atteindre cette eau-là, mais il faut que tu arroses, tu sais. C'est des petites racines, fait que ça va pas loin. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'était ma prochaine question, en fait, lu dans mes pensées. C'est est-ce qu'il faut que j'arrose juste en surface un petit peu, puis souvent, ou faut que j'arrose en profondeur? Ben, tu vois, tu sais, les semis, souvent, mettons, dans des plateaux, tu vas arroser, puis ça va comme s'égoutter, évidemment. Là. Genre, t'es mieux que ça s'égoutte, puis tu laisses ça de même après, tu sais. Sauf que vu qu'il y a un volume de sol qui est petit, ça se peut que ça paraisse comme si tu arrosais fréquemment parce que ça va, selon les conditions que tu leur mets, ça se peut que ça se draine vite. T'sais. Ça pompe rapidement l'eau. Pour l'extérieur, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. C'est plus comme en fonction de la vitesse à laquelle il y a de l'évapotranspiration. Est-ce que le mot évapotranspiration, ça va? Ou... Oui, évaporation et transpiration, donc... Voilà! T'as gagné! T'es super bon! Ding, ding, ding! Yeah! Fait que oui, c'est ça. Fait que qu'est-ce que Jonathan a dit? L'évapotranspiration, c'est la capacité des plantes, dans le fond, à... Ils tirent de l'eau et ils la transpirent, en gros. Ils suent! Ils suent! Pauvre plante. Fait que c'est le même qui... Pauvre plante. Fait que les autres, ils aspirent de l'eau. Puis de m'emmener, ben il y a moins d'eau dans le sol, ils l'ont bu! Fait que... C'est le même que l'eau disparaît, mais également tous les phénomènes d'évaporation tout court ont lieu exposés au soleil. Quel lieu recommandé? je savais, on vient de parler de tuer. Ben oui. Question de déo. Donc, avec ça, moi, je perds mon idée parce que, tu sais, je dis trop de niaiseries. Fait que c'était initialement ta question. À quoi? On parlait à quelle fréquence arroser, puis si je dois arroser souvent ou en profondeur. Surtout dehors, là, je comprends, avec les semis, ça va aller assez vite. Les semis, c'est comme un petit... C'est ça, les semis, c'est un peu plus fréquent. Selon, pour les plateaux, on l'a parlé, mais pour dehors, c'est en fonction des conditions météorologiques, là, tu sais. Fait que, comme je te dis, t'attends qu'il se fasse sèche, tu vas arroser, t'essaies que ça soit comme arrosé en profondeur, tu sais, la terre va rester là. Parce que ce qui arrive quand tu... et c'est bon, ça va être mon parallèle avec les plantes plus développées, c'est que si on arrose peu et fréquemment, les racines vont rester sur le dessus. Parce que t'es rend paresseuse. T'arroses tout le temps juste sur le top. En arrosant seulement sur le top, ben les autres, ça leur sert à rien d'explorer la terre, là, d'aller en profondeur pour aller chercher l'eau. Ça fait des plants qui sont fragiles, puis éventuellement, des plants, mettons, adultes, là, je vais plus loin, là, ben, ça fait des tapis, puis l'eau, elle rentre plus. Des tapis de racines. Fait que ce qu'on cherche à faire pour ces plantes-là, c'est que, mettons que tu fais des semis directs, ben, dans ton jardin, tu veux arroser puis que ça aille en profondeur. Puis tu vas arroser beaucoup moins après ça parce que ta masse de terre au complet va être imbibée d'eau. Mais tu vas également les forcer à aller chercher l'eau en profondeur. Donc ça va faire des plants plus solides. Pas des petits plants feuillettes qui vont comme faire I am weak. Mais c'est bon, je comprends ce que tu veux dire. Fait que arroser en profondeur, une bonne quantité d'eau, ça force les racines à aller chercher l'eau, puiser l'eau plus loin. Ça te donne la chance d'arroser moins souvent en plus. Puis ça va te faire des plants qui vont être plus solides. Puis pas arroser fréquemment parce que justement, tu veux que ça ait le temps de sécher. Pour qu'ils aillent chercher cette eau-là, ça les force à aller la chercher. Si on arrose tout le temps, puis en profondeur, là, on va juste les faire pourrir. Là. C'est comme, tu veux pas ça. T'sais. L'idée, c'est que ça ait le temps de sécher pour que les autres, ils aillent chercher ce qui est en profondeur, puis qu'ils pourrissent pas. Fait que, ça ressemble à ça. Ça, c'est la même règle pour les plants adultes aussi. Les plants adultes dans la maison, à l'extérieur, t'arroses, ce qu'on appelle tu drenches, là. Quand les 5 premiers centimètres sont secs de ton contenant ou à l'extérieur dans ton jardin,
t'arroses en profondeur. Dans tes pots en dedans, faut que ça coule dans l'assiette. Puis là, c'est comme ça veut dire que t'as vraiment comme laissé. Puis dans ton assiette, à la maison, les coupoles, là, ben tu laisses pas ça l'eau dedans. Non, parce que là, Après tu une vas faire demi-heure, pourrir. c'est ça. Après une demi-heure, t'enlèves l'eau qui est là-dedans. Bon, Fait vous que, avez entendu les conseils de Benoît. Enlevez C'est votre ça. eau sale. Enlève ton eau sale! Est-ce que je peux planter n'importe où? Donc, aussitôt que j'ai de la terre, moi j'ai de la terre Même dans en Miguel. avant de la maison, en arrière de la maison, un peu n'importe où, est-ce que j'ai besoin d'une certaine quantité d'ensoleillement minimal ou ça dépend aussi absolument de ce que je veux planter? Ben, c'est ça. J'aimerais ça donner des réponses vraiment simples. C'est effectivement en fonction des espèces. Fait que c'est vraiment... T'as des espèces qui poussent bien à l'ombre, t'as des espèces qui poussent bien... qui ont besoin d'avoir genre du... tu sais, du... Dans le fond, souvent on divise ça comme la règle de pouce, là. On l'a tous déjà entendu, là. Ombre, mi-ombre, soleil. Ça dit quelque chose, maintenant? Ouais. Peut-être. C'est Bon, écrit, ouais. c'est ce qu'il y a, t'as des petits pictogrammes là, qui dessinent avec de l'ombre. Puis, genre des nuages. Un soleil avec un nuage. Puis rien qu'un soleil. Puis ça, c'est ça. C'est ombre, mi-ombre, soleil. Puis la règle de pouce, en gros de ça, c'est habituellement, plein soleil, c'est 6 à 8 heures d'ensoleillement. OK? Fait que tu sais, c'est vraiment, là, quand on dit plein soleil, c'est genre stationnement de Walmart. Gros soleil toute la journée. Là. C'est ça. Gros soleil. Il y en a. Mais tu sais, c'est ça. On sent, il y a des nuances, là. Mais tu sais, oui, tu peux avoir de l'ombre diffuse un peu qui arrive à un moment donné parce que le soleil, tu sais, il est pas à la même place dans le Jamais de ciel nuages, dans la journée. jamais rien. C'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est le plein soleil. La mi-ombre, c'est environ 4 heures de soleil. Tu sais, mettons un avant-midi, là, tu sais. Là, je te complique un peu la vie, là, mais tu sais, le soleil le matin puis le soleil l'après-midi, c'est pas la même intensité, tu sais. Ben, je Mais- m'en allais te poser la question, en fait. Est-ce que un mi-ombre, c'est préférable le soleil du matin ou le soleil de l'après-midi? Ben, moi, sincèrement, j'ai jamais vu énormément de différence. Là. Je pense qu'il y en a qui... Faudrait que j'ai revérifié, bien sincèrement, parce que ça, je me rappelle pas de la notion exacte, mais il me semble que le soleil d'après-midi est vraiment fort, là, aussi. Là. Puis, surtout que, tu sais, les heures les plus chaudes dans la journée, c'est vers 3-4 heures. Fait que, j'imagine, juste par déduction, que c'est pas mal l'après-midi qui est le plus intense, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mi-ombre, là, c'est environ 4 heures d'ensoleillement. Puis l'ombre, ben, t'as rien. Pas compliqué. Ça fuck up. Il fait fret, c'est de l'ombre. Puis, ouais, le soleil d'après-midi, il bench plus. Vraiment plus. Bench plus. Ok, c'est comme moi puis Miguel. Moi, je suis C'est le ça. soleil du matin, puis Miguel, c'est le soleil d'après-midi. Bench plus. Fait que l'ombre, ben c'est ça. T'as moins de 4 heures là, d'ensoleillement, puis il fait frais chez vous. Là, habituellement, c'est tout ce qui est plein nord, là, pas beaucoup d'ensoleillement. Donc, ou les côtés de building, les affaires de même, on a plein de situations. D'ailleurs, pour te donner une idée, je vais aller le chercher. Puis je vais le mettre ça dans le chat parce que je suis encore modo, fait que je peux sûrement mettre encore des magnifiques sites web dans Oui. ton chat. Oui, tout à fait. Puis, de toute façon, on va ouvrir toujours un petit coin là, dans le Discord. Comme ça, les gens qui veulent mettre les liens dans le Discord. C'est parfait. Là. Nous autres, d'ailleurs, on a fait une brève là-dessus dans le magazine parce que j'avais vu ça. Il y a 7 choses qui existent qui s'appellent Shade Map. On va juste vérifier si ça fonctionne bien, si je le passe par là. Oui, fantastique. Shade Map, c'est quoi? C'est une application qui te permet, n'importe où sur la planète, tu peux voir où est-ce qu'elle est l'ombre en fonction de tous les buildings, où est-ce que tu es localisé, à toutes les heures du jour. T'as pas besoin d'être devant chez vous avec un chronomètre, faire comme là, il y a de l'ombre. Là, il y a de l'ombre, puis du soleil pendant tant de temps. Puis il y a d'autres tests, là, c'est moi qui niaise, mais je veux dire. Ça, c'est
avec ça, tu peux savoir où ce qui est l'ensoleillement puis où ce qui est l'ombre, surtout chez vous, dans la journée. Fait que c'est magique. Quand même, c'est utile. Ouais. Fait que ça ressemble à ça. Pour l'ensoleillement, ben c'est ça, c'est les espèces. Ça varie d'une à l'autre. Donc tu as des espèces qui poussent bien à l'ombre, tu as des espèces qui poussent bien au soleil, à la mi-ombre, qui tolèrent des fois mi-ombre, soleil. Donc, à voir avec ça. Le best que tu peux faire, c'est soit te renseigner dans des ouvrages de référence, ou lorsque tu vas à la pépinière, ce qui étrangement les gens font pas beaucoup, c'est-à-dire lire les étiquettes. Ben, ça veut dire juste poser la question. Ben, souvent les gens vont poser la question puis ils vont courir après du monde, mais c'est tout écrit sur toutes les étiquettes puis les tablettes, genre des plantes. C'est tout écrit dessus. Tout est écrit dessus. S'il y a une étiquette dessus, check, il va y avoir toute l'info. Genre de base dessus. Tout ce que je viens de raconter, c'est là. Ça va te dire comme, ça l'aime-tu être arrosé, parce que ce que j'ai pas dit, c'est. Je te donne la grosse règle pour les arrosages, mais il y a des plantes que oui, il y en a qui préfèrent être plus arrosées que d'autres, tu sais. Fait que, tu sais. Mais la règle générale, là, que tu peux toujours te fier, c'est ce que je viens de te dire pas mal, là, tu sais, pour l'arrosage. Mais ils vont te donner des petits détails de plus sur les étiquettes concernant ces plantes-là. Puis tes ouvrages de référence vont t'en donner vraiment beaucoup. Excellent. Fait que là, on a parlé du soleil, on a parlé de l'eau, Mm-hmm. on va parler du sol, un peu. Ben oui. Là, quand on a commencé, tu as dit les semis, tu plantes ça dans du terreau. C'est quoi? Ouais. Ben, du terreau, là, ça, c'est des termes que tu vas entendre. Terreau, substrat. OK? C'est de la terre. Là. C'est des terres qui ont été créées, dans le fond, leur composition a été faite en pépinière ou dans des compagnies de matériaux paysagistes, là, où ce qui se spécialisent dans la création de substrats. Donc, ce sont des médiums de croissance. Fait que de la terre. T'sais, ils font de la terre spéciale pour toutes sortes de plantes, toutes sortes de situations. Fait que c'est pour ça qu'on se retrouve, tu t'en vas dans des magasins, ben tu vas voir terreau pour plantes d'intérieur, terreau pour plantes tropicales. Là, tu vas voir dans la pépinière, genre terreau pour des jardinières, pour la pelouse, pour... Fait que tu sais, il en existe plein. Puis c'est quoi la différence entre toutes ces affaires-là? Ben, c'est vraiment leur application puis leur composition. Fait qu'un terreau, c'est ça. Fait que, tu sais, semi, tu vas avoir une composition qui va être plus apte à garder de l'eau. Puis avoir quand même un bon drainage. T'sais, c'est toutes les caractéristiques de ce sol-là qui vont être personnalisées pour ta tâche. Fait que c'est pour ça, tu sais, sans apprendre vraiment qu'est-ce que chaque composé du sol fait dans la vie, là, c'est ultimement personnalisé pour ce que tu es en train de travailler dessus. Fait que, est-ce que ça répond plus ou moins à ta question? Oui. Ou... Oui, sur le terreau, ça répond bien. Ah, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est une terre qui est travaillée par des professionnels qui va t'aider, qui ont rajouté, mettons, des nutriments ou qui ont géré les caractéristiques pour qu'elles soient plus propices. Ouais, c'est ça, optimal. Je pense que c'est exactement le terme que je cherchais. Optimal pour certains types de plantes. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il y en a pour des orchidées, parce que ce sont des plantes épiphytes. Ce sont des plantes qui poussent sur des gros arbres dans la forêt. Donc, des racines, ils ont des racines à l'extérieur, dans l'air. Fait que ça ressemble, ce que dans, mettons, pour les orchidées, mais ça ressemble souvent à de l'écorce. Puis c'est bien aéré, puis il n'y a pas l'air d'avoir de compost là-dedans, tu sais. C'est tous des gros morceaux, parce que c'est là-dedans qui pousse normalement, tu sais. Fait que tout est composé de cette façon-là. Des terres de jardinage, ben, ça va être souvent un peu plus lourd, tu sais. Puis c'est beaucoup de nutriments, beaucoup de compost. Donc ça va être des fumiers compostés, mélangés avec différents composés pour le drainage, pour garder les nutriments, le pH, tout ça. Ça va tout être ajusté. Fait que c'est déjà fait pour engraisser ton sol, puis tout ça. Est-ce qu'il faut absolument que j'ajoute du terreau à où je vais planter quelque chose? Ben,
habituellement, tu sais, il y a différentes. Ça dépend encore la même Christie d'affaires. Qu'est-ce que tu vas planter? Euh... Je suppose qu'il y a Parce certaines que- plantes que tu vas en avoir vraiment besoin parce que les nutriments sont hyper importants. Puis s'ils se trouvent peut-être moins dans le sol dit normal. Ouais. En gros, là, j'essaie de trouver quelqu'un d'entre nous autres qui est pas gros, là. Mais mettons, il y a genre des plantes qui sont comme Jonathan, qui sont plus venues. Puis il y a des plantes qui sont comme Benoît, qui sont plus gros, parce qu'ils sont plus gourmands. Fait que là, Jonathan, lui, c'est comme une petite fève. Il plante, tu sais, c'est un petit plant avec une petite fève. Puis il mange pas grand-chose. Mais il est heureux comme ça. Il est heureux à pousser dans la misère. Ah, c'est terrible l'analogie. Euh, En plus qu'on parle de ma petite fève. Il pousse avec sa petite fève. il pousse avec sa petite fève. Donc oui, il y a ça. Il y a des plantes qui sont frugales, qui poussent dans un environnement que ton sol, disons, a pas été engraissé, ou il y a déjà une plante gourmande qui est passée dedans puis qui a tout mangé. Puis elle, ce qui reste, ça va être bien correct avec ça. Fait que c'est juste pour dire que t'as pas besoin tout le temps d'engraisser. Tu sais, c'est comme, si jamais t'as jamais rien mis puis tu fais un nouveau potager, c'est sûr qu'on va recommander, tu sais, de mettre quand même une certaine quantité de base. Et si tu sais où tu vas vraiment mettre tes plantes gourmandes, là, on parle, mettons, des concombres, des tomates, toutes des certaines courges, des maïs. Il y en a beaucoup, ça c'est tout indiqué dans les ouvrages de référence, là, qu'est-ce qu'ils mangent beaucoup. Puis ça va te dire également, t'es mieux d'en mettre plus si tu mets ça. Puis ces plantes-là, ben ça peut être, t'en mets pas beaucoup. Ils vont être corrects, avec pas beaucoup. Fait que c'est plus dans ce sens-là, là, au niveau de, t'es-tu obligé? Ben c'est mieux, oui, si t'as jamais rien fait de jardin là-dedans. Et de l'enfouir proprement. OK? C'est pour ça qu'on utilise un rotoculteur souvent pour enfouir et mélanger le sol. Donc, on essaie de l'avoir dans les 20 premiers centimètres. Pourquoi on dit tout le temps 20 premiers centimètres? Là? C'est parce que au Canada, en général, en Amérique du Nord, la très très grande majorité des plantes poussent dans 15 centimètres de profondeur. Fait que les plantes, les racines se développent à l'intérieur de ça. Fait que où c'est que t'as vu ta bouffe, ben t'as vu où est-ce que tes mains sont capables d'aller. Non, c'est intéressant. Je savais pas que les plantes allaient jusqu'à 15 cm en général au Canada. Ben, c'est plus comme sont capables de. Ils peuvent pousser puis aller plus loin. Mais c'est pour ça que, tu sais, mettons, les toits végétalisés, qu'on dit, il y a deux types de toits végétalisés. T'en as qui ont très peu de sol, parce que c'est pas pesant. T'en as qui ont beaucoup de sol. Ben, le beaucoup de sol, il y a 15 cm. Il y a 15 à 30 cm parce que tu peux mettre des plus grosses plantes dedans. T'sais. Fait que c'est surtout dans ce sens-là, c'est qu'on peut mettre la majorité des plantes quand du moment que tu as 15 cm. Quand on a parlé du terreau, tu as parlé de compost. Certains terreaux ont plus de compost. Exemple, la terre justement, à potager va avoir plus de compost que certaines autres terres. Mais c'est quoi la différence entre du compost et de l'engrais? Ben, c'est ça. De l'engrais, souvent, tu sais, du compost en tant que tel peut être considéré comme un engrais. L'idée, c'est que tu vas engraisser tes plantes, OK? C'est juste que, souvent, dans nos têtes, tu sais, de l'engrais, ça reste quelque chose qui va être on va l'associer à de l'engrais synthétique. Fait qu'on va penser à la petite poudre bleue qui vient dans un truc de même. Fait que ça sert à engraisser. Nous autres, comment on le départage, parce que c'est plus simple, souvent, engrais de synthèse, on va juste penser à ça. Ce qui est des poudres mouillables, ce qui est des engrais à libération contrôlée. Là, c'est des mots fancy, là. Pense à l'engrais pour la pelouse. Des petites boules, là, petites bouboules. Ça, c'est des engrais comme ça, OK? On va souvent départager ça de même, c'est souvent plus synthétique.
Mais techniquement, un compost, puis ces genres de patentes-là, ça reste des engrais ça aussi, c'est juste qu'ils ont une autre forme. C'est là qu'on vient plus parler du terme amendement. Ouais. On vient amender le sol. OK? Pas une amende comme un ticket de parking. Là. C'est genre... c'est juste le terme, un amendement. On vient ajouter quelque chose au sol. Puis ça, souvent, on va faire référence à toutes les composés ou les matériaux qu'on va ajouter au sol, comme les fumiers compostés, comme n'importe quoi, tu sais, les affaires comme les poudres de crabe, tu sais, des affaires comme même, là, tu sais. Toutes les émulsions de poissons, les émulsions genre d'algues, la poudre d'os, tout ça, ce sont tous des amendements qui vont venir modifier la structure du sol également, puis qui vont l'améliorer. Parce que à l'intérieur de tout ce qui est l'aspect physico-chimique du sol, donc tous les aspects physiques et chimiques, ça vient les altérer, puis souvent les bonifier. Donc, ça vient améliorer tout ce qui est cet ensemble-là. Sans aller dans les détails, c'est ça que ça fait. Ça vient améliorer la qualité de ton sol au niveau structural et au niveau chimique. Les engrais de synthèse, comme ça, c'est surtout juste comme au niveau de la chimie. Ils ne viendront pas changer tant que ça tout ce qui se passe au niveau structural. Fait que c'est pour ça qu'on va mettre souvent de l'engrais. Ben, pas de l'engrais, mais des amendements au début. Parce que ton sol, ça veut pas dire qu'il y a une bonne structure puis il y a des bonnes caractéristiques. T'sais, ça se peut qu'il soit dur comme de la roche puis il absorbe pas l'eau puis il est dégueulasse. Quand tu rajoutes du compost, tu viens améliorer ça. Puis tu viens également ajuster ou balancer tous les aspects chimiques de ton sol aussi. Là, tu dis le sol, le compost va venir changer le physique. Pas juste la chimie, le physico-chimique, mais le physique du sol, tandis que l'engrais change beaucoup plus que la chimie. Ouais. Mais c'est quoi les propriétés physiques d'un bon sol? Ben, il y en a différents. Souvent, on va parler... Puis là, c'est ça que ça devient comme un petit peu plus fancy. Ça se peut que... Il y a tout ce que... Au niveau de la structure, on parle de porosité. Porosité fait relatif à la quantité de pores qu'il y a dans un sol et où ce que l'eau peut se retrouver. Si, meilleur exemple, t'as de l'argile, t'as du sable, c'est deux granulométries différentes. T'sais, de l'argile, quand tu commences à pailler là-dedans, c'est jam-pack. Oh, oui. Quand c'est bourré d'eau, ça va rester mouillé longtemps. C'est de la boue. C'est super dur. Fait que, imagine commencer pour les plantes. C'est plein d'eau. Puis, tu peux pas pousser là-dedans, tu sais. Ouais, puis ça super... va pas passer dans le sol, là, justement. Comme tantôt tu disais, là, ils vont faire des... Si ça pouvait pousser là, ça va pousser en surface parce que l'eau va tout rester en surface avec l'argile. Puis, ils vont juste crever. Fait que, tu sais, c'est comme ça, c'est pas une bonne structure. Le sable, il y a certaines plantes qui poussent dedans, là, on s'entend. Mais c'est ça, c'est que là, l'eau fait juste comme passe au travers, direct, elle reste pas. Il y a pas d'eau qui reste rémanente dedans, puis qui devient disponible pour les plantes, elle fait juste passer au travers. Fait que ça se draine super vite. Quand tu viens... Fait que là, ça, c'est la porosité. Là, t'as tous les aspects de... bon, c'est ça. T'as la porosité, t'as tout ce qui est la granulométrie, t'as la densité également, parce que les particules, ensemble, genre, ils vont se compresser. Fait que t'as différentes structures qui font en sorte que est-ce que t'as comme une bonne aération? Est-ce que t'as suffisamment de pores? Est-ce que c'est suffisamment dense? Fait que tu sais, ça devient un petit peu plus compliqué, mais souvent on va pas jusque-là pour la compréhension de la structure du sol, tu sais. On peut comprendre que, genre, si on est dans un extrême ou dans l'autre, où on a une certaine granulométrie, c'est-à-dire... la granulométrie fait juste référence à la proportion de sable, limon, argile qu'on retrouve dans un sol. En quelle proportion? Le sable, c'est les plus grosses particules, les grosses affaires. Les limons, c'est entre les deux. C'est entre le sable puis l'argile. Puis l'argile, ben, c'est ce qui s'appelle des colloïdes, là. C'est des petits feuillets de boîte.
Puis ça fait en sorte que ça se stack ensemble, puis ça fait de la glaise qu'on connaît. Donc, ce sont les plus fines particules. Et lorsqu'on a comme des proportions de tout ça, on va avoir, exemple, un sablonneux. Donc, on va avoir un type qui va être comme un peu plus sablonneux, mais qui a quand même un peu d'argile dedans, puis un peu de limon. Donc, ça, c'est la granulométrie. Et en somme, en général, là, rajouter du compost à peu importe le type de granulométrie ou de structure que tu as va améliorer ton sol. Peu importe ta situation. Genre, c'est pas compliqué, là, c'est comme mettre du compost. Mets de la terre, resti, là, genre, décompacte ça, là, puis mets de la terre, puis ça va améliorer la structure de ton sol. T'as pas besoin d'aller full plus loin que ça, genre, au niveau de la compréhension de qu'est-ce que ça fait. C'est bon. Vous l'avez entendu ici, mettez du compost. Peu importe, cassez-vous pas le C'est bicycle. comme tu mets des amendements, puis tu vas pouvoir l'ajuster, tu sais. C'est comme, oui, ça a un impact d'avoir un gros argile lourd ou avoir un sable, puis ça va être, les proportions vont être différentes, mais à ce moment-là, tu vas juste te renseigner à la bonne personne, t'sais. Ou dans un ouvrage. Mais ça revient à ça. C'est bon. Attends, mon Dieu. Mon cerveau a figé là. Moi, ici, j'ai de l'espace, mais tu sais, comme tu disais un peu plus tôt, des fois, on a un peu moins. Hein? Puis quelqu'un qui voudrait faire un potager, un petit jardin, dans un bac sur son balcon, mettons. Est-ce qu'il y a des plants ou des plantes à éviter? Ben, là, on s'en va plus dans le spécifique. À ce moment-là, je te dirais plus, on peut faire pas mal n'importe quoi si t'as la bonne profondeur de terre dans ton bac. Tu sais, il y a différentes plantes qu'on peut faire dans des profondeurs variées. Tu sais, juste 15 cm, tu sais, c'est peut-être pas hot pour faire des plants de tomates, là, tu sais. Fait que, tu sais, sauf que ça se peut que tu puisses faire de la laitue ou des radis, tu sais. Ou que tu puisses faire juste des petites fèves. Ou il y en a plein que tu peux faire, mais 15 cm, c'est limite. Tu essaies d'avoir une bonne profondeur quand tu fais du bac, là. Fait que, tu sais, 45 cm, 30-45 cm au moins, tu peux faire à peu près tout là-dedans. J'ai pas vu de limitation, puis moi, j'en fais sur mon balcon. Mais il y a des super bons ouvrages de référence là-dessus. Je me rappelle pas de leur nom, mais il y en a, genre, fait au Québec pour, genre, des jardins sur le balcon et compagnie. Il y a plusieurs organismes également à Montréal, en agriculture urbaine, qui ont des guides PDF disponibles sur Internet de comment faire ça, comment s'y prendre et tous les détails que ça concerne, puis des trucs et astuces pour en faire. Je sais également que le magazine dont je vais donner le lien ici, on a chez Québec Vert les magazines de couleurs qui sont adressés au grand public. Québec Vert a comme deux magazines. Il y a comme le magazine qui est ultra technique, là, qui est le magazine Québec Vert, qui est pour les professionnels vraiment. Fait que c'est comme c'est plus technique, beaucoup de méta-langage, ça s'adresse aux professionnels, à des scientifiques aussi. Et on a celui qui est grand public, qui est le magazine de couleurs. Il y en a 4 par année. C'est souvent disponible chez Canadian Tire. Puis des affaires de même. Puis des jardineries qui sont des partenaires. Puis c'est gratuit. Quand tu vas là-bas, t'as le magazine, là, souvent, là, c'est souvent gratuit, à ce que j'ai compris. Parce que il est disponible sur Internet gratuitement. Fait que quand vous allez sur Du Jardin dans ma vie, ce sont les magazines de couleurs, donc le jaune, le vert, le orange, puis le rouge. Et ça, c'est hyper accessible, super bien vulgarisé. Et il y en a eu des articles justement sur le jardinage, sur le balcon, sur les terrasses, comment faire ça, puis ils vont te donner des plans. Exemple, il y en a un récemment qu'on a fait, on donne des plans pour un jardin surélevé. Puis c'est un charpentier qui a fait l'article. C'est carrément des plans avec tous les matériaux, puis c'est dumb-proof. Genre n'importe qui peut lire le plan, fait comme, OK, ben, je sais comment faire. C'est le fun. Puis
Et ces magazines-là, je vous les recommande beaucoup, pas parce que je travaille là, mais parce que je les révise au complet. Je fais la révision scientifique dessus. Et je peux vous dire, c'est vraiment hot à lire. C'est vraiment hyper vulgarisé, mais c'est le fun à lire. Genre, pis c'est les gens qui écrivent là-dedans, c'est pas... sont agréables à lire. Là. Tu t'ennuies pas en les lisant, là, tu sais. Fait que t'as ce genre d'article-là là-dedans. C'est une bonne source d'infos pour, justement, mettons, des néophytes en jardinage, puis qui font comme, je sais pas où starter, puis genre, ça me fait un peu peur parce qu'il y a l'air d'avoir vraiment des notions là-dedans, puis trop d'affaires à savoir. Fait que... ça, je vous dirais, pour le balcon. Trouver des bonnes références. Très bon, ça. Ça, effectivement, des références toujours très, très bien. Ça va vous aider grandement. Hein? Des plants. Ça va, ouais. Fait que là, on a planté, ça a commencé à pousser, mais d'habitude, ça pousse pas seul. Hein? On a beaucoup de mauvaises herbes. Oui. Est-ce qu'il faut qu'on les enlève? Oui. Je vais faire comme je te disais avant, je vais juste dire oui. Je développerai pas. Pourquoi? Donc, les mauvaises herbes, en effet, ben, juste par logique, tu as ce qui s'appelle de la compétition. Donc, entre Jonathan et Benoît, qui est la grosse plante mauvaise herbe, je vais vouloir manger tout ton garde-manger pendant que tu pousses. Puis... C'est pas correct. Manger. Fait que ta petite fève, elle grossira pas parce que je vais tout manger. Il y a tellement de répliques pas propres à avoir à cette phrase-là. Quoi? En plus, Je là. vois pas de quoi tu parles. Yeah. Gars! C'est tout ce que je veux dire. L'idée, c'est que tout le monde a compris. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'ils font, entre autres? Ben, ils mangent des choses. Puis en plus, ces plantes-là, ben, des fois, ils ont le rhume. Puis, moi, j'amène plus de rhume. Puis moi, je vais te donner le rhume aussi. Ah, Parce que contamine tes plants. ils peuvent être des vecteurs de maladies, des fois. Pas tout le temps, des fois. Mais aussi, ce sont des hôtes. Parce que moi, j'ai ben des chums. Puis je les appelle. Puis là, je leur dis, une fois que vous allez finir de manger mon bras gauche, vous irez manger Jonathan. Fait que- Ça va bien. Ça va bien. Fait que Donc oui, ce sont des hôtes pour... donc, ouais, c'est ça. Ce sont des vecteurs de maladies et des vecteurs de ravageurs. Donc, ils peuvent attirer ces insectes-là et ces insectes-là vont se retrouver sur les plantes qu'on cultive. Donc, il faut les retirer parce qu'ils peuvent attirer ces deux choses-là. Donc, et parce qu'il y a de la compétition, parce que je vais manger tout ce qui est dans ta dépense. Et je suppose que tu mets pas ça dans ton bac de compost après. Ça dépend lesquels. Il y en a que... tu sais... Il y a certaines nuances. Si la plante est comme correcte, tu peux le faire à la limite, là, le mettre dans le compost, si tu entretiens ton compost. Puis si c'est pas monté en graines. OK? Si tu les as retirés avant qu'ils montent en graines, c'est juste les feuilles, c'est pas grave. OK? Si ça monte en graines, au pire, mets-les dans le compost de la ville, là, mais peut-être pas ton compost à toi. OK. Fait que là, on composte, mais pas dans son compost. Les mauvaises herbes qu'on a retirées, faut les retirer. Outre, tu sais, mettons, arracher mauvaise herbe par mauvaise herbe, est-ce que tu as des techniques ou des solutions ou des produits qui pourraient aider? Dans le fond, c'est sûr que nous autres, on va toujours conseiller tout ce qui est les méthodes mécaniques et préventives. Fait que, il y a différentes méthodes qui existent. Évidemment, dépendamment que c'est comme si c'est en contenant, tu peux acheter ce qui s'appelle des espèces de disquettes de coco. Fait que c'est les fibres de noix de coco qu'on va faire une espèce de tapis ça d'épais. Ça dure vraiment longtemps, ça se conserve hyper longtemps. Donc on peut réutiliser ça année par année. Fait que c'est un gros disque avec un rond au milieu
et avec une fente juste pour la slider sur la plante. On le laisse à la surface du pot. Ça garde l'humidité, ça empêche la croissance des mauvaises herbes, ou ça la réduit beaucoup, beaucoup. On a ça. On a également dans les plates-bandes le classique utiliser du paillis. Fait que si on est dans une plate-bande, mais pas dans un potager, exemple. Un potager, on peut en mettre, mais c'est juste un autre game. Là. Vous pouvez très certainement mettre du paillis. Ça va réduire la présence des mauvaises herbes. Ça les élimine pas. Puis pour que ça fonctionne, du paillis, que ce soit en potager ou dans une plate-bande, ça prend réellement 15 cm. C'est beaucoup, là. 15 cm de Genre, paillis. c'est 10 à 15 cm pour avoir le réel effet d'un paillis. OK. C'est fucking con, là. Oh, ouais, c'est beaucoup, là. Mais, tu sais, on fait jamais ça, là. Tu sais, c'est même moi, genre, j'en mets pas autant épais parce que 15 cm, là, je veux dire, je veux pas étouffer la plante, là. Donc, Ben, c'est ce que je m'en allais dire, là. Si je mets 15 cm de paillis, pas sûr que mes plantes vont triper. Ouais. Fait que c'est vraiment beaucoup. Puis, mais, fait que mettez-en quand même une bonne épaisseur, plus épais que vous en mettez, mettons, d'habitude, mais il faut laisser les plantes respirer, tu sais, à un certain degré. Parce qu'on veut pas avoir non plus de la pourriture au niveau du collet de la plante. Le collet de la plante, c'est la jonction entre le sol et la tige. Comme ça. Donc, faut pas que ça pourrisse là. Dans le jardin, même affaire. On peut en mettre du paillis dans le potager. Sauf qu'on n'est pas obligé d'y aller avec du paillis de cèdre. Il y a d'autres types de paillis qui existent. Autant du bois raméal fragmenté, autant des feuilles. Des feuilles que tu ramasses, là. Tu peux en mettre, là. Tu peux mettre ça à la place. Ça va marcher, ça va faire le même job. Tu peux les déchiqueter ou les laisser de même. Tu peux... Fait, oui, du paillis, oui, du bois raméal fragmenté, du foin. Souvent, on voit ça dans chez certains maraîchers. Ils vont mettre du foin. L'idée, c'est tout le temps le même principe. C'est qu'on réduit la quantité de mauvaises herbes. On garde plus d'humidité au sol. Mais c'est sûr que tout le temps, comme certains... Il faut faire attention parce que ça peut avoir certains vecteurs. Ça peut être un vecteur lui-même pour certaines maladies fongiques et compagnie, mais pas grandement. Puis, si on veut pas mettre de paillis, parce qu'on s'entend, ça représente un coût, là, tout ça, là, c'est comme ça sort pas de nulle part. Là. C'est comme, la plupart du temps, moi, j'ai jamais mis de paillis dans mes potagers. Là. Dans mes plates-bandes, oui. Un potager, genre, souvent, on n'en mettait pas. Il y a soit... Je vous le recommande pas parce que c'est du plastique. Fait que, tu sais, il y a moyen de mettre des toiles géotextiles ou des paillis de plastique. Ça se fait. C'est pour vous autres. Ça reste pas quelque chose que je conseille tout le temps. Sinon, il y a le travail manuel du sol avec ce qui s'appelle une griffe. Donc, si vous êtes déjà allé dans un... Ouais. Le truc à 3 si jamais vous êtes... Le truc à 3 dents, ça s'appelle une griffe. Ça sert à biner le sol. Ouais. On apprend des mots aujourd'hui. Oh oui. Je savais pas que je binais le sol. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que quand tu passes dans la semaine, tu peux passer quasiment tous les jours, un enfant dans le même, là, ou 1 ou 2 fois par semaine. C'est que tu vas enlever tous les petits semis de plantes. Donc, toutes les petites plantules de mauvaises herbes, t'es déracines. T'sais. Fait que t'es déracines tout le temps avec ça. Puis tu travailles autour de tes plantes avec ça. Il y a des bonnes méthodes de le faire, mais en gros, ça revient pas mal à ça. Là, fait que il y a tout le temps comme bon les paillis qui sont organiques, les paillis qui sont synthétiques, les paillis de plastique, là. Et évidemment, le travail manuel du sol ou avec la griffe et également, tu peux le faire avec tes mains. Sinon, si t'es vraiment fancy et t'es vraiment gros de jardin, ben tout ce qui s'appelle le traitement thermique. Le traitement thermique, c'est avec une torche au propane. Et ça, c'est quand t'en as vraiment gros. Tu sais, dans les choses que je m'attends. Je donne les méthodes. Oh oui, je suis d'accord, merci. Mais tu sais, dans les choses que je m'attends à ce que tu me parles, retirer des mauvaises herbes avec du propane. Ouais. J'étais pas là. C'est également J'étais pas là. C'est tout. Quand, dépendamment de si on a gros terrain ou si on a une entreprise ou whatever, il y a différents types de traitements des mauvaises herbes qui existent. Souvent, tu sais, le traitement thermique, c'est qu'on a carrément une torche au propane qui est sur un long manche, puis tu traînes genre avec une espèce de diable, une bonbonne de propane. Et tu chauffes
Ces choses, tu les brûles pas, c'est genre, ils vont mourir à cause de la chaleur intense générée par la torche, tu sais. Fait que ce sont des choses qui sont possibles, mais qu'on voit moins fréquemment chez les gens. Mais ça dépend de la grandeur que tu as, puis à quel point il faut que tu le fasses, puis comment t'aimes ça, différentes méthodes. Il y en a qui veulent pas se ramasser ça à la main, puis ils préfèrent des traitements comme ça. Sinon, dans les produits à la maison, en dernier recours, il y a certains produits qui existent. Maintenant, il y en existe beaucoup moins pour le traitement des mauvaises herbes au niveau domestique. OK? Donc, ce qui existe en ce moment, on parle de certains produits à faible impact, souvent qui vont contenir de l'acide lactique, de l'acide acétique, de l'acide citrique en forte concentration. Puis l'affaire, c'est que ça demande souvent plusieurs traitements pour que ça soit efficace. Donc, c'est surtout ça qu'on a, puis qui est disponible en pépinière, en jardinerie, dans les magasins. Et vous n'avez pas besoin de permis pour ça. Ben, vous n'avez pas besoin de certificat pour ça. C'est vendu en vente libre, puis tu peux essayer. On s'entend, là, je suis en train de te parler. Joe, il le sait, là, mais je suis en train de te parler, genre, de. Une solution de genre vinaigre, en jus de gros. Là. citron. Ouais, c'est ça. Ça, de vinaigre, puis du jus de citron, là. C'est un mix de cette affaire-là. Oui. Puis c'est ça, là. Fait que. Ouais, fait que c'est surtout ces solutions-là. Je sais qu'il y a certains. Il y a certains produits qui ont essayé de développer avec le temps. Là, je pense que ça n'a pas fonctionné. Là. En tout cas, il y avait certains produits qui essayaient de développer pour venir à bout là, de. C'est des produits biologiques, mais c'était pas super bien fonctionné ultimement, là, à ma mémoire. Fait que ils sont pas encore rendus là. Puis c'est surtout plus disponible au niveau commercial puis des professionnels que domestiques. Là. Ouais, non, c'est sûr que à la quantité de jardins qu'on a, à la surface de jardin qu'on a, on doit moins avoir besoin de produits. Ouais, c'est moins disponible à c'est surtout moins disponible à Joe le plombier, mettons, là, qui sait pas trop comment se servir de certains produits. on va se le dire. C'est ça. Fait que les affaires de Roundup, les affaires de même, c'est pas des affaires qu'on conseille, ni des affaires qui sont nécessairement autorisées dans votre ville. C'est pour ça que tout ça est souvent enfermé derrière du grillage et tout ça. Parce que vous n'avez pas nécessairement le droit d'en mettre, ni dans votre municipalité. Il y a beaucoup de réglementations là-dessus, qui est provinciale et municipale, donc à faire très attention à l'utilisation de produits. Vous avez sans doute pas le droit. En fait, il reste plus beaucoup de villes qui permettent ça. Non. Travaillant en chimie environnementale, je dirais que les produits style pesticides, là, ouais, tout ça, là, qui vont aider plus chimique qu'autre chose, ouais, non, je pense pas que c'est très grand permis. Fait que pour résumer, pour les mauvaises herbes, la bonne façon pour les plates-bandes, c'est d'ajouter du paillis, ça va l'empêcher de pousser. Ça va limiter. Ça les empêchera pas à 100%, mais vraiment pas. Ça va comme... réduire, ça va leur nourrir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Au niveau du potager, ben là, on propose plus de faire un retrait mécanique, que ce soit à la main ou à l'aide d'une griffe. Puis les produits, ben ça l'a... les produits qui sont disponibles, là, puis comme on disait, on parle de trucs à l'acide acétique et à l'acide citrique. C'est pas des trucs qui sont extrêmement puissants. Ça va vous prendre plusieurs traitements pour avoir le même effet que vous mettre à quatre pattes puis les retirer avec vos mains. Puis ça, on parle des potagers. Puis quand on parle des potagers, je vous le recommande pas dans le potager de mettre ça ni proche de vos plantes que vous cultivez. Parce que si on met justement de l'acide citrique, c'est d'acétique dans votre sol, vous allez augmenter le pH à des pics à ces endroits-là. Donc ça peut très bien nuire à la disponibilité de certains éléments nutritifs dans le sol pour ces plantes-là à cet endroit-là. Donc on ne veut pas nuire à ça. Donc si on fait ça, c'est des traitements qui sont, on dit, localisés. Donc, mettons, tu es dans le gazon ou dans ton parking. Tu as des endroits que tu ne cultives pas les plantes là, plus que ça. Là. Fait que tu ne vas pas affecter en faisant ça. Puis, ça ressemble pas mal à ça. On parlait de mauvaises herbes. Puis, je pense qu'une de ceux qui me vient tout de suite en tête, puis on est dans le mois de le pissenlit. Oui, le pissenlit.
des pollinisateurs. Puis, advenant, tu sais, moi, je le fais. Mon gazon, il est long. Le gazon en arrière, en fait, ce n'est plus du gazon, c'est un champ de pissenlit. Puis, je suppose qu'un jour, ça me tentera peut-être plus, mais que je sois vieux et grincheux. Je commence à être vieux, je suis déjà grincheux, mais regarde, un jour, probablement, ça va être encore pire. J'aurais peut-être pas envie de cultiver des pissenlits dans ma cour. Mais je pense que c'est important, personnellement, d'aider ces pollinisateurs-là. Qu'est-ce que tu as comme proposition pour pouvoir les aider? Au lieu de Pour faire les... pousser du pissenlit, Oui, mettons. Est-ce qu'on a des ben, alternatives? on a des alternatives. Je te donne comme quelques-unes comme en ordre de croissance, mettons, OK? Mettons que justement, tu as été écœuré, ça fait comme déjà 10 jours que tu laisses ta pelouse grandir puis tu trouves ça dégueulasse. Puis que tu trouves que genre c'est un certain risque, tu as plus de... Tu veux pas aller te promener là-dedans pour X raisons. Ben, ce qu'on recommande aux gens, c'est un peu ce que vous voyez, vous avez peut-être vu dans les magazines, dans les journaux, qui est la gestion différenciée. En gros, c'est qu'il y a des parties qu'on cultive, qu'on tond, qu'on prend soin d'eux, puis il y en a qu'on laisse en friche qui deviennent des prés fleuris. OK? Ben, nous autres, on recommande un peu la même chose. Si t'es tanné, tu peux tondre la moitié de ton terrain, puis 10 jours plus tard, tu tonds l'autre moitié. Fait que tu peux déjà comme c'est comme déjà un compromis. T'sais. Tu l'as laissé une partie, puis tu peux laisser des endroits qui sont beaux. Là, quand on dit moitié, ça fait pas comme couper au couteau. Là, tu peux faire comme. Tu sais, moi, laisser comme ce bout-là, genre, ça va faire comme une petite plate blanche préférée. Puis c'est pas. Ici, on passe pas, tu sais. Ici, on marche pas ici. On s'en fout, là, tu sais. Fait que tu peux te faire ça, puis ça fait souvent plus beau aussi, là, justement, si tu te fais, mettons, là, tu sais, chez vous, t'as ta piscine, que t'as déjà ton deck qui est là, puis t'as ton cabanon qui est dans le fond, mais tu sais, juste de faire comme une trail qui va jusqu'au cabanon, sincèrement, là, en termes d'aspect esthétique, de mettre un cadre parmi quelque chose qui est wild, ça fait beau. C'est vraiment un style qui s'appelle le rewilding, là. Donc, c'est sûr que nous autres, c'est plus comme, bon, OK, c'est du gazon puis des pissenlits, là, mais c'est une thématique d'aménagement qui existe. Sinon, si, genre, t'es vraiment curieux et tu veux tout enlever, là, tu peux arranger pour que justement, ta tondeuse, tu la mets en haut complètement, le plus haut possible. OK? Ça va donner un look qui est clean, OK? Mais ça va permettre que certains pissenlits, en dessous, vont permettre de garder leur fleur, puis tout ça. Mais ça va donner un aspect qui est propre, sans être une friche. Sinon, il y a également... c'est ça, si tu veux pas t'en laisser d'autres, puis tu veux pas que ça envahisse ta pelouse, une autre option aussi, ben, c'est de faire en sorte que ce que tu plantes autour de chez toi, dans tes plates-bandes, tu mets beaucoup d'espèces qui fleurissent tôt au printemps dans tes plates-bandes. Parce que tu veux avoir le même impact. Tu veux réussir à donner une source de nourriture qui est bénéfique et qui est significative pour les pollinisateurs au printemps. Donc, toi, ta méthode, ben, ça serait plus de choisir des plantes qui fleurissent tôt au printemps, à peu près en même temps que le pissenlit et le tussilage, puis que ça leur donne de la bouffe. T'sais. Fait que ça, c'est aussi une autre méthode qu'on propose aux gens d'habitude, dans le défi pissenlit. Et où le mais sans tonte, là, ça revient au même. Là, c'est le même principe. Là. Mais sans tonte ou des pissenlits, ok, ouais, c'est bon. C'est ça. Puis, ce qu'on dirait, c'est aussi, pendant qu'on est là-dessus, là, bientôt, tu vas probablement tondre, ou si c'est pas déjà fait, c'est pas de couper trop court. Fait que de couper genre à 8 cm, c'est pas mal ce qu'on recommande pour l'été. Là. Garder ça à 8 cm tout le temps. Ça va garder ta pelouse. Ça va faire en sorte que ta pelouse va devenir une genre de pelouse plus durable, plus résiliente, qui va être plus dense aussi. Donc, ça améliore sa santé. Et tu auras moins de problèmes. Fait que, c'est ça. Si tu coupes trop court, dans le fond, il va y avoir une espèce de choc métabolique à ta pelouse. C'est ça qui va arriver. Ça, ça peut affecter la reprise puis la repousse. Clairement. Ouais. Fait que c'est ce qu'on dit. Puis si ça, dans le fond, quand tu vas couper, puis ça en génère trop, je sais pas si toi tu fais de l'herbicyclage ou pas, habituellement, où tu ramasses toute ta pelouse dans des sacs. Ben, pour les gens qui font de l'herbicyclage, si ça fait beaucoup trop de rognures, laissez-la pas
comparativement au restant du temps dans l'été, ce que vous en faites, euh, ça peut créer plus de problèmes à ce moment-là. Quand c'est vraiment des gros tas là, qu'on laisse, là, ça c'est plus problématique que juste les recyclages qu'on fait en passant dedans. Là, Ben, tu vois, très bon, tu lis dans mes pensées, parce que je m'en allais justement, est-ce qu'il faut, parce que là on parle de pelouse, de gazon et autres, je m'en allais dire, un coup qu'on la coupe, est-ce qu'il faut la ramasser? Là tu te dis, ben, normalement tu peux la laisser, mais comme là, tu devrais en avoir une grande quantité, vu que c'est ta première tonte de l'année, puis que tu viens de le laisser pendant un mois, c'est peut-être mieux de C'est pas ça. toute la laisser, mettons. C'est ça. Tu peux comme essayer d'en laisser un peu puis d'en ramasser, mais pas que ça fasse des tas parce que là-dedans, ça peut être justement d'autres vecteurs, ça peut brûler en dessous. Ça va avoir plus de difficulté à s'intégrer dans le cycle naturel de ta pelouse. Là, tu sais. Est-ce que, parce que là on a parlé des mauvaises herbes, de pas trop les composter, mais le gazon, lui, est-ce qu'on peut Oui. composter le gazon? Ben, du gazon, ça se composte. Tu peux le mettre dans tes. En général, selon les villes, tu peux le mettre dans ta poubelle de compost. Là. Ça dépend de qui. Là. C'est toujours bien de vérifier avec c'est quoi les règlements. Mais le compost, tu peux mettre du gazon en masse là-dedans. C'est juste que vu que c'est le principe du compost est basé sur euh, la version simplifiée, c'est la quantité de brun puis la quantité de vert. Puis le principe derrière ça, c'est juste que du vert, c'est des matières azotées, du brun, c'est des matières carbonées. Donc, la pelouse, c'est beaucoup de matière azotée frais, ça disparaît rapidement dans ton compost. Les bactéries s'en chargent très, très rapidement. Fait que ça se peut que ça sente pas bon si c'est pas mélangé comme il faut au début. Tu sais, ça va sentir la pelouse qui chauffe, là. Puis, mais oui, tu peux très bien le mettre là-dedans. C'est juste que ça rajoutera pas un volume gigantesque parce que ça va être bouffé super vite. Fait que, Oui, c'est ça. c'est T'en ça. rajoutes C'est ce que ça beaucoup, fait. mais en bout de ligne, ça fait pas tant de compost. C'est ça, c'est juste que genre t'as pas besoin de la gérer ni de la mettre dans les poubelles, c'est juste que ça va être géré quand même rapidement, tu sais. Surtout que tu sais, à moins que tu aies des kilomètres de terrain, là, on s'entend-tu que nos terrains sont jamais freaking huge, là, fait que tu peux très bien le mettre dans ton compost, ça va finir par passer dedans. Surtout si tu fais un compost où ce que tu fais attention à comment tu le fais, là, tu sais. Fait que si tu suis les règles, genre de comment faire un compost, là. Euh, question, parce que la bibliothécaire, moi, on en parlait, et puis elle avait, elle, une question sur le gazon, c'est pourquoi on fait pousser le gazon? Je sais pas si t'as une Pourquoi on fait réponse. pousser du gazon? Ouais, pourquoi c'est du gazon? Pourquoi l'herbe? Ben, historiquement, je le sais pas. J'imagine que c'est parce que c'était des pâturages avant, puis il y a des endroits, des prairies qu'on a tout simplement tondues, puis ou bien que les animaux ont passé dedans, puis qu'ils ont peut-être trouvé ça beau, j'imagine, à un moment donné. Puis que c'est devenu. Faudrait que j'aille me renseigner de l'historique de la pelouse. Je la connais pas plus que ça, mais tout ce qu'on sait, tout ce que moi je sais, c'est que c'est devenu éventuellement une tradition, puis que c'est devenu vraiment dans le mindset genre de la banlieue et on va dire un cornerstone de l'aménagement où ce que les espaces verts sont partout de cet ordre-là avec les espaces engazonnés. Il y en a tout le temps en quelque part. Tu sais. Ah, puis on Fait que, voit, tu vois, on disait, tu sais, le niveau historique, mais la bibliothécaire demandait pourquoi juste du gazon. Palace répond juste du gazon, ça vient de la noblesse française pour montrer que tu peux avoir de la terre qui sert à rien. ça fait vraiment du sens. J'ai probablement déjà entendu ça en plus. Ça me dit quelque chose. Fait que Ça ça me dit fait quelque chose, sincèrement. définitivement du Les jardins sens. français, là. Somme toute, Oui. on arrive à 9h30. Ben oui. Ça passe si vite quand on s'amuse. Je passerai lentement mais sûrement vers les questions du public. On en a 11 dans la boîte à questions, puis j'en ai une 12e que j'avais notée du Discord. Puis, ben, on va commencer avec le Discord et la question de Palace, qui, même la bibliothécaire en a rajouté un peu dessus. On parle souvent de companion plants.
Donc, Oui. là, la bibliothécaire avait parlé de la culture des trois sœurs, qui est le maïs, la courge et le haricot, qui poussent bien Oui. ensemble. Mais Mhm. est-ce que il y en a connu que c'est le contraire, qui poussent mal ensemble, qui vont se nuire l'une l'autre? Ben, c'est ça. C'est que souvent, quand on va faire du compagnonnage, on va cibler différents types de raisons. OK? Il y a des raisons qui sont dues à la structure. OK? Exemple, tu fais pousser, je sais pas, là, tu as des plants que c'est la partie aérienne qui pousse, mettons, de la laitue. Donc, on va y laisser de même. De la laitue, puis des navets. Les navets, c'est en dessous de la terre, c'est là que ça prend sa forme puis que sa place. C'est pas nécessairement gros en surface. La laitue, elle va pousser dans les rangs dans le milieu. Fait que, tu sais, c'est au niveau du compagnonnage, au niveau de Ouais, l'espace. le OK? Ça, spatial c'est une. ici, là. Le Un dans spatial, c'est ça. terre, un dans les airs, fait qu'ils n'utilisent pas le même espace. Les deux ont tout l'espace qu'ils ont Fait que, besoin pour pousser. fait que tu peux optimiser ta surface de production en faisant ce type de compagnonnage-là spatial. Ça, c'est un. Il y en a effectivement que peut-être c'est plus antagoniste parce que tu veux pas nécessairement avoir, tu sais, tu peux avoir des plantes qui sont des plantes gourmandes et tu vas avoir des plantes également qui sont peut-être plus frugales, qui peuvent pousser ensemble, puis qui n'utilisent pas les mêmes éléments, tu sais, ou dans les mêmes proportions. Je m'en rappelle pas par cœur, je sais que ça existe, j'ai des livres là-dessus, mais effectivement, il y a ça qui existe. Puis on a également et là, c'est à vérifier, puis il y en a que c'est variable. On a du compagnonnage qui fait en sorte d'attirer ou de repousser, en fond, d'attirer des prédateurs, les prédateurs des insectes ravageurs. Donc, on a, oui, les insectes s'entretuent. Euh, il y en a qui attirent ces prédateurs-là qui vont protéger tes plantes. Et il y en a qui repoussent également les ravageurs parce que dans leur composé chimique qu'ils ont, ben, ils ont tendance à repousser tout ça. On a également avancé dans le passé certaines notions comme quoi, genre, certaines variations de couleurs pour avoir un impact sur euh, genre la façon dont les insectes perçoivent les choses. Donc ça, c'est plus un petit peu plus mis de côté parce que moi, je ne l'ai pas vérifié. Je sais que ça a déjà été amené comme notion dans des livres, mais j'ai jamais vérifié la validité scientifique de ça. Puis je pense que même dans le livre, c'était apporté comme une hypothèse. Donc, il y a ça, et il y a aussi certaines plantes, et là, c'est un peu plus cool quand même. On a des plantes qui, on le sait, les plantes, peut-être pas vous autres, là. Moi je le sais, en tout cas. Mais les plantes se parlent par phéromones. Puis les plantes parlent aussi aux insectes par phéromones. Et il y a certaines plantes, pas nécessairement celles qu'on a dans le potager, mais il y en a qui, lorsqu'ils se font attaquer, envoient un signal à un insecte en particulier qui est un prédateur pour aller attaquer justement la plante, l'insecte qui l'attaque. Donc, on a différentes relations symbiotiques de cet ordre-là qui sont là. On a également les plantes. Ce qu'on va voir souvent, là, des fois, dans les champs, on va faire comme ah, ils ont mis du trèfle, genre, entre les rangs, genre de telle culture et telle culture. C'est parce qu'on a tout ce qui s'appelle les fabacées, donc les légumineuses, ont la capacité de fixer l'azote de l'air dans le sol avec Rhizobacterium. Donc, ils sont capables de faire ça, eux autres, avec leurs racines. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité d'azote disponible pour les plantes, pour leur croissance. Fait qu'on a ces différents types de compagnonnage-là, autant spatial que pour protéger, que pour engraisser également le sol. Donc, il y a ces différents types-là qui existent. J'en oublie peut-être, mais c'est ceux que je me rappelle. Là, Oh, c'est vraiment intéressant, tu sais. C'est pas juste pour une raison spécifique, il y a tellement de façons que le compagnonnage peut se faire. Fait que t'as vraiment plusieurs mix qui peuvent être intéressants. Fait qu'effectivement, les ouvrages de référence vont être très utiles si c'est quelque chose que vous aimeriez faire.
Ouais, ben moi je vous recommande autant Le jardinier maraîcher qui est le fun à lire. Il y a Yves Gagnon aussi qui fait Le jardin écologique. Ça, moi j'ai toujours beaucoup aimé ça, ces livres. Ils ont sorti dans les dernières années, c'est ça, comme je dis, plusieurs livres de Québécois qui ont fait du jardinage en bac et des potagers, genre le jardinier, tu sais, jardiner pour les nuls. Et évidemment, tout ce qui est de Larry Hodgson, le jardinier paresseux, que j'adore. Ça, c'est juste chef kiss pour. Tu pars de rien, il va te l'expliquer comme si tu parlais à ton grand chum qui t'explique de jardinage. Fait que c'est la même affaire, tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre, puis c'est juste comme, ok, c'est vraiment stupide, mais. Fait que voilà. Toutes des bonnes suggestions. Fait que notez ça. De toute façon, la VOD va être disponible. Que si jamais Ben vous oui. avez oublié, ben vous revenez à là, 1h20 Là, dans le là. stream à peu près. Là, 1h25, 26. Vous avez toutes les recommandations de Ben sur des ouvrages de référence. Si on continue avec les questions du public, on a Grumpy qui demande si son citronnier fera des fruits un jour, mais où il en fera jamais parce qu'on est au Canada. Il y a en masse la chance d'en faire. C'est juste que tu dois prendre justement un, une. Tu dois te renseigner sur comment tu dois le nourrir, ça prend combien d'années avant qu'il devienne à maturité sexuelle pour pouvoir produire justement des citrons. Tu sais, des fois, c'est une question d'âge là aussi. Moi, je connais pas la culture des agrumes par cœur. Je sais que ça se fait. J'en ai vu ici des gens qui ont parti de graines pour le fun. Puis oui, ça va faire des citrons à un moment donné, mais il y a moyen d'en faire vraiment beaucoup. Que ça soit pas juste comme un après comme genre 10 ans ou whatever que tu traînes ton putain de citronnier. Là. Mais il y a effectivement moyen, c'est juste de se renseigner encore sur qu'est-ce que tu dois lui donner, quel environnement, quelles conditions de culture que tu dois lui donner pour qu'il produise. Fait que c'est un paquet d'affaires de même pour qu'il arrive à la floraison et que tu pollinises et qu'il fasse une fructification. OK. Quand même. Fait que ça se fait, mais faut avoir les bonnes informations pour lui donner toutes les chances. C'est ça. Voilà. La Je peux pas te bibliothécaire. renseigner plus que ça là-dessus. Oh. La bibliothécaire demande que pense Monsieur Benoît du calendrier de plantation d'espace pour la vie. Fait que j'ai aucune idée qu'est-ce que ce calendrier. C'est C'est un. trop général ou c'est un bon outil? Habituellement, tout ce qui est espace pour la vie, j'aime beaucoup ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils présentent aux gens. Je l'ai pas vu, mais des calendriers de prod de même, c'est vraiment nice. Tu peux t'y fier, ce sont des professionnels du domaine. Moi, je peux aller le voir là, super rapidement. Donc, calendrier, comment t'appelles ça? Calendrier de culture, j'imagine? Calendrier Genre, de espace pour plantation la vie? d'espace pour la vie. Ok, calendrier de plantation, espace pour la vie. On va le trouver assez vite. Calendrier des semis de légumes, mettons. Oui, oui, oui. C'est pas tiré de leur poche. C'est quelque chose qui a été relaté, qui est dans beaucoup de livres de production. Euh, donc, oui. Et là, j'imagine que ce sont les calendriers de semis intérieurs beaucoup. Il y a les plantations, semis à l'intérieur, semis à l'extérieur, semis successifs. Oui, c'est très bon. Ce sont des notions qui reviennent fréquemment dans les ouvrages de référence. Donc, justement, moi, c'est le genre d'affaires que j'aime. Parce que ça dit quand est-ce que tu peux planter quoi. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. C'est juste que faut juste que les conditions dehors soient bonnes avec. Ouais, c'est parfait pour les conditions à l'extérieur. Plantation extérieure. OK, c'est bon. Donc, en plus, c'est scientifiquement prouvé, si on veut. Ben, ça se retrouve, ouais, tu retrouves cette information-là dans d'autres ouvrages de référence. Là. Fait que ça sort pas de leur C'est ça, poche. ça passait l'épreuve du temps. Ça passe l'épreuve du temps, ces gens-là, ils font ça dans le jardin. Au jardin botanique aussi. Là, fait que c'est leur calendrier de prod aussi pour certaines choses, pour que ça soit prêt. OK. Gideon Ninja demande pourquoi on voit souvent le sel d'iode
dans les recettes maison comme désherbant? Parce que, dans le fond, une des choses, et on va parler d'histoire aussi, les Romains faisaient ça avec. S'ils voulaient, genre, tuer une nation, ils salaient les champs. Parce que il y a ce qui s'appelle dans le sol, dans le fond, tout ce qui est les engrais, les, les- tous les éléments minéraux qu'on trouve dans le sol, ça fait une solution du sol, c'est salé. OK? Mais s'il y en a trop, ça devient, on parle quand on parle de conductivité électrique entre ces éléments-là. Donc, quand tu deviens avoir une salinité trop élevée, les plantes, il n'y a plus d'osmose. Donc, il n'y a plus rien qui va traverser la barrière entre la terre et la solution du sol, donc l'eau avec toutes les sels. Puis la racine, les plantes absorberont rien, puis ils vont même brûler. Fait que quand on met du sel d'iode, tu peux carrément, ça va tuer les plantes parce que souvent, ça va comme abîmer et détruire les parois, genre des cellules végétales, puis ça va tout tuer. Pareil comme si tu sacs du sel dans ta plaie, là. Ben, c'est ça. Ça sera en général pas super agréable. Qu'une de quoi tu parles. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est une des choses qu'on fait des fois dans les. Il y a certaines entreprises qui vont acheter du gros sel pour l'hiver, mettons. Et ils vont saler leur espace en gravier au grand complet. Mais ça, il faut que tu fasses ça si tu veux être certain que, d'un, il n'y aura plus de plantes qui vont pousser là, mais plus jamais. Fait que c'est pour ça qu'on va voir souvent du sel dans les solutions d'herbicides maison. Donc, sauf que si tu fais ça, dis-toi que tu vas altérer ton sol en dessous avec pas mal. Là, C'est pas juste appliqué en surface. Là, le chimiste en moi ouais. pose la question. En tout cas, je ne sais pas si dans le cas de Miguel ici, c'est très spécifique parce qu'il parle du sel d'iode. Mais pourquoi le sel d'iode, puis mettons pas le sel, le NaCl? Ben, nous autres, on disait NaCl. Le sel d'iode, je ne sais pas pourquoi, sincèrement, je connais pas la réponse. Tu peux utiliser du sel, genre de table, puis ça va avoir un impact similaire, là, tu sais. Tu augmentes la conductivité électrique vraiment, tu sais, intensément, puis tu vas avoir un impact très nocif, là, tu sais. Mais je ne sais pas pourquoi le sel d'iode. Aucune idée. Le Je sais Palace pas ce que l'iode semble a comme. dire que c'est un mythe parce que c'était quand même le sel, c'est un luxe. Qu'est-ce que c'est On que le l'a sel d'iode est entendu. plus rare? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que genre nous autres, on l'a déjà utilisé, ça a déjà été employé pour justement détruire des champs puis des endroits fertiles. Fait que, parce que c'est une réelle chose qu'on fait. C'est juste que peut-être pas les Romains, ça a juste été relaté, genre. Fait que... En effet, ben c'est sûr, comme tu disais, là, avec une quantité de sel importante, ben là, la rétention d'eau, justement, quand nous on mange salé, on garde l'eau pour comme dissoudre ce sel-là dans notre corps, ben là, ça va être la même chose. Le sable, ben le sol va garder l'eau. Puis même, ça va être le contraire. Là. Fait que, ouais, c'est pour ça que la plante va pas chercher son eau, d'après moi. Quand Ouais, même. parfait. Euh, la bibliothécaire demande est-ce que la terre qui a macéré dans un pot sans trou de drainage est encore bonne pour la plantation ou est-elle gâchée? Ben, c'est plus comme si t'es dans. À la macérie, là, on parle de genre une terre qui est restée dans son contenant bien longtemps, là, genre le contenant de la plante, que c'est devenu de la boue, là, tu sais. Genre, c'est Ouais. juste un contenant de plante dans la maison, puis t'as juste laissé l'eau macérer dedans trop longtemps, j'imagine. Ben, tu sais, moi, je te dirais, c'est sûr que t'essaies de faire sécher la plante, genre, faire en sorte que l'eau, elle draine le plus possible, là. Mais, techniquement, c'est sûr que ce qui va arriver, c'est que si tu commences à avoir des problèmes de flétrissement, tu vois un dépérissement de la plante, ça se peut que ta plante elle ait de la pourriture, tu sais, de la pourriture racinaire, puis peut-être que ton terreau va devenir contaminé à ça avec des bactéries. Mais si t'as pas
t'as pas un dépérissement marqué, puis t'as pas de pourriture racinaire, tes racines vont puer, puis ils vont être dégueulasses, puis genre, ça va paraître, là. Il y a des symptômes, là. Fait que ça va être de potentiellement changer le terreau, parce que, justement, il peut être à risque d'être trop contaminé, puis tu voudras pas replanter quelque chose là-dedans. Ce qui fait totalement du sens. C'est comme Est-ce si que ça c'était pourrait fait. développer des champignons dans la terre? Oui. Ben, aussi, il y a certains champignons, effectivement, qui peuvent se développer là, en conditions d'humidité. Humidité constante, un peu moins, c'est plus comme des bactéries, souvent, là. Mais effectivement, il y a des champignons qui sont qui vont attaquer les racines, des affaires comme ça. Mais pourriture égale bactéries, genre, tu sais. Fait que c'est plus ça. Conditions de saturation, d'anoxie, tout ça, bactéries. La bibliothécaire qui nous demande que ne devrions-nous pas planter comme plante envahissante ou non adaptée à notre climat qui pourrait même être dommageable pour la canopée et la flore environnementale? Ben, on est justement en train de refaire le programme qui a existé il y a 12 ans, que vous pouvez encore vous donner le lien. Le site est super vieux, ok? Il est dégueulasse, là. Personnellement. On le sait. Merci de l'avertissement. Il est vraiment vieux, ok? Mais c'est le site de. C'est le site de Je te remplace. On est en revamp du programme, ok? En train de. Ok, là. Plante envahissante. Ouais, programme Je te remplace. Non. Ok, alors, regardez pas le site, il est pas beau, ok? Il est vieux. Okay, on n'était même pas là. Tous les gens qui ont fait ce site-là sont même plus chez Québec Vert. Tellement qu'ils sont plus chez Québec Vert que quand tu regardes, genre, c'est même pas écrit à propos de Québec Vert, c'est écrit la FIOC qui est l'ancien nom. La FIOC était la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Fait que ça, c'est pré-2019, c'est en 2012, puis moi, je commençais dans les pépinières quand ce programme-là est sorti. Fait que ça date, mais l'information est encore pas pire. Oui, il y a des petites variantes, là, des petites nuances à apporter, mais ce site-là fait exactement ça. On mentionne les plantes qu'on ne devrait plus employer chez soi. Okay? Donc, on parle notamment comme de la renouille japonaise, du roseau commun exotique, des plantes comme la berce du Caucase. On a vraiment beaucoup. On a l'égopodes podagraire. Donc, ce sont des plantes qu'on ne veut plus employer à la maison. Et on propose des alternatives à chacune de ces plantes-là. On a 3 alternatives et on raconte pourquoi ces plantes-là font un impact nuisible sur notre environnement et qu'est-ce qu'ils ont comme impact et les bienfaits des autres végétaux qu'on cherche à utiliser comme alternative. Donc, vous pouvez commencer par là, mais bientôt, ça, je suis en train de travailler sur ce projet-là. C'est le Je te remplace 2.0. Et ça va être 8 nouvelles espèces et on va tout refaire le site. Marilyn est là-dessus avec, Chloé est là-dessus. Fait que des gens que vous avez déjà vus avec nous autres sur les internets à jouer à Dungeon travaillent là-dessus avec nous autres. On va avoir un beau site avec plein de plantes. En tout, ça va être comme 36 plantes. Un guide, il va y avoir des fiches techniques, plein d'affaires. Tout te renseigner là-dessus. Tout est fait avec un gros comité d'experts, incluant moi. Je suis là et je fais des choses là-dessus. Benoît est un expert. C'est ça. J'ai quand même travaillé longtemps dans un lab qui faisait spécifiquement ça, là, mais. Ceci est un fait, là. C'était pas une opinion, c'est un fait. Benoît est un expert. Il travaille sur le revamping du guide sur les plantes envahissantes puis comment les remplacer. Yeah. Une question hors thématique par Hogan. Est-il possible de commander un thé glacé à Rimouski? Non. Les gens à Rimouski n'aiment pas le thé glacé. Et c'est impossible de rentrer dans une place, de demander, Christy, c'est un bar, ils vont avoir du thé glacé. Non, il n'y en a pas. C'est non.
Demandez-moi pas pourquoi, ils en ont pas. C'est que... Y en a-tu à l'épicerie? Il y en a à l'épicerie. Fait que tu peux Mais en le monde va te acheter, tu regarder peux juste bizarre. pas en commander dans un restaurant ou dans un bar. Puis tu sais, c'est comme quand tu le bois dans un petit doggy bag caché là, dans la rue. Là. C'est ça, dans un sac brun. Parce que tu vas avoir... Ouais, parce que les gens vont te regarder croche. Arc! Pour rester dans le thématique, Rimouski, on a Palace tout de suite après qui a demandé est-ce que les couchers de soleil de Rimouski valent la peine de ne pas pouvoir avoir de thé glacé? C'est discutable. C'est... Je pense que c'est laissé à chaque personne. C'est laissé à chaque personne. Ça dépend à quel point le thé glacé et les couchers de soleil. J'aime qu'on n'était pas à la même place pantoute, là. Parfait. Oh. Que t'aimes le thé. Ça fait bien plus de sens que toi tu dis en passant, là, tu sais. On va se le dire, que t'aimes le thé glacé bien plus que les couchers de soleil. C'est totalement logique, mais moi, je t'aime pas le oh. JDR Ninja veut savoir d'où viennent les crevettes du compost de crevettes. Mais c'est-tu des crevettes ou c'est comme les carcasses de crevettes? C'est le carcasse. Dans le fond, c'est toutes les l'exuvie, donc l'exosquelette, là, ce qu'on mange pas. On mange pas. Fait que ce qu'on mange pas est composté. Donc, et ce n'est pas du fumier de crevettes, hein, en passant. On l'entend souvent dans les pépinières, je trouve ça drôle en sacrament toutes les fois. C'est ça. Ben, sais-tu à quel point je l'ai entendu souvent? Puis c'est comme, ah oui, du fumier de crevettes. Ben ça. Il y a des gens qui sont occupés à ramasser 24/7 les petites crottes des crevettes. Yeah. Yeah. Ça n'a pas d'allure. Ben oui, c'est ça. C'est toutes les. Effectivement, ça vient de la culture. Souvent, dépendamment avec qui vous êtes aussi, on a souvent des poudres, genre de la poudre de crabe ou des affaires comme ça. Il y en a. C'est-tu de. Là, c'est des compagnies qu'on connaît bien, nous autres. Mais on a Gloco, justement, qui en a, là, justement, des produits pour le potager, puis tout ça, qui sont tous tirés des engrais biologiques. C'est tous les, genre les bioniques, des affaires de même. Ça vient des pêches du Québec. C'est tout géré de façon responsable, dans le fond. Donc, c'est fait ici, c'est ramené, ils gèrent tous les débris de ça, ils font de l'engrais avec ça. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est juste quand vous le mettez, ça sent un peu les fruits de mer, c'est certain. T'sais. Puis, mais ça marche vraiment bien pour différentes choses. Fait que, vous pouvez aller voir ça. Mais il y en a différents. Ça, c'est ceux que je connais, mais il y en a plein. Genre de compagnies québécoises qui font ce même type de choses-là. Et c'est tout basé sur le même principe un peu. Désolé, il se fait tard. Il est 10h moins 10, il se fait tard. Ah, bon. JDR Ninja qui revient à la charge avec une autre question, 2 back-to-back. Mais ici, il veut savoir quand on plante un arbuste, et là, je ne sais pas quel type d'arbuste, c'est pas décrit. Est-ce que c'est mieux un mélange de terre et de compost ou seulement de compost? Ben, en fait, ton compost va être composé de terre également. Tu sais, je veux dire, de la terre en tant que telle, c'est de la décomposition, genre de la matière organique, des plantes, d'autres sortes d'affaires, qui a donné une surface de terre arable. Fait que toi, tu vas te demander, est-ce que j'achète du topsoil ou est-ce que j'achète un mélange de plantation? C'est probablement plus ça que tu demandes. Topsoil, là, pour te dire, c'est juste c'est pas un mélange qui est ultra riche, là. C'est souvent une couche de terre arable, fait que c'est comme de la terre qui n'a jamais été vraiment disturbed, qui est cultivable. Après, mettons, avoir été défriché d'une forêt, puis ils vont mettre ça dans un sac, tu sais. Ou ben, c'est des endroits qui vont décaper puis qui vont prendre ça. C'est comme, c'est so-so. Le mélange de plantation est plus riche et plus fait pour ce que tu vas faire. Fait que souvent, on va recommander
de mettre un bon mélange de plantation pour ta plantation d'un arbuste. T'es mieux d'y aller avec quelque chose de safe. Là. Un arbuste, dépendamment aussi de son size et de combien tu l'as payé, là, tu veux pas nécessairement mettre de la bullshit. Là. Pour le prix que ça coûte ton sac de plantation. T'es aussi bien juste d'investir et d'avoir une bonne base pour commencer. Là. Ouais, ça fait totalement du sens. Là. Quand je mélange de plantation, c'est un mélange qui a du compost dedans. Là. Ça va être indiqué. Là, La bibliothécaire, peux-tu sensibiliser les gens aux mycorhizes et à leurs effets bénéfiques? Mycorhizes, oui. Et à leurs effets bénéfiques dans nos potagers et quand on plante des arbres et arbustes. Oui. C'est quoi des mycorhizes? Des mycorhizes, ce sont des champignons. OK? Puis dans la nature, à peu près tous les arbres, dans le fond, sont liés à des champignons. OK? Ce sont des relations symbiotiques, comme Venom. Et ce qu'ils font... J'ai compris. Ben, c'est ça. Pareil, ils vivent en symbiose. Excellente ils en tirent chacun quelque chose. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas voir, on va souvent donner comme l'image d'un arbre avec tout son système racinaire en dessous. Et là, tu vas avoir un champignon qui va s'y lier. Okay? Les deux vivent ensemble. Ce qui fait, c'est que ça agrandit énormément le système, ce qui est disponible pour l'arbre. Parce que le champignon et son réseau de mycélium et ses ifs, toutes ces ifs, ça va vraiment fucking loin, genre. Le champignon, il peut aller super loin et aller chercher beaucoup de choses qui est indisponible pour l'arbre et lui ramener. En échange, le champignon en tire des sucres pour se nourrir aussi. Genre provenant de l'arbre. C'est un échange qui fait en sorte. Et également, pour les arbres, les champignons, c'est comme Internet. Ils peuvent communiquer entre eux autres. Pareil comme dans Avatar. Pareil. J'aime l'utilisation de la culture populaire pour que Jonathan comprenne. C'est ça. Mais c'est un peu de même. Tu peux avoir des réseaux immenses où ce qui vont communiquer, oui, par les phéromones, mais également par les champignons. Et au niveau des mycorhizes, c'est que on a un inoculum, donc dans le fond, cette petite poudre qui est justement toute cette mycorhize, qu'on va venir mettre en contact avec la surface racinaire souvent ou directement dans le trou. Et ce qu'on cherche à faire, c'est que là, c'est souvent une variété qui va avoir tendance à se lier aux plantes qu'on va mettre. Et ça va avoir ce même principe-là. Ça va rendre disponible encore plus d'éléments pour ces plantes-là. Bon, il y a une nuance à amener là-dedans parce que ça ne va pas nécessairement toujours fonctionner. Il peut y avoir des variations aussi au niveau de son efficacité. Puis c'est aussi en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre dans le jardin. Parce qu'on peut y tuer les champignons. Si, mettons, on met des engrais de synthèse, on va les cramer. Fait que c'est souvent comme, si tu es plus orienté à mettre des amendements dans ton jardin, ben ils vont avoir tendance à vivre. Fait que c'est ça qui va arriver. Fait que tu peux très bien développer et améliorer beaucoup le système racinaire, puis tu vas voir, ils vont souvent te montrer la même différence. Là, genre, voici une plante genre qui avait pas de mycorhizes, puis là, c'est comme le système racinaire, il est genre long de même. Puis là, ils vont marquer celle-là avec des mycorhizes, puis là, il est comme long de même, tu sais. Puis c'est juste pour dire que ça peut faire profiter beaucoup la plante s'il y a effectivement une symbiose qui se crée. C'est bien utile. Une petite aide pour vos plantes qui est peut-être un peu méconnues. Oui. Ben, on essayait souvent on a souvent fait du pushing des pépinières là, à l'époque, là, que c'était genre... on en vendait avec les arbres qu'on vendait, tu sais. Fait que pour que les gens ils l'appelaient et qu'il y ait une meilleure chance de survie. Fait qu'on augmentait les chances de survie si on mettait de ça. Fait que, on entend un petit peu moins parler dans les dernières années, mais c'est encore là. C'est toujours présent. JDA Ninja demande, je pense que c'est en lien avec notre conversation un peu plus tôt, est-ce que c'est vrai que le compost de la ville, c'est plein de mauvaises herbes? En fait, c'est ça. Pour t'expliquer,
La façon qui est fait un compost, OK, un compost qui est entretenu, OK, les villes, ces affaires-là, tu sais, comme les compagnies comme Waste Management, EBI, puis tout ça, qui vont gérer les composts, euh, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont le gérer de la réelle méthode. Ça, c'est avoir un taux d'humidité, genre à 50%, de faire revirer le compost, y ajouter de l'eau, y rajouter la bonne quantité de matière pour que ça soit le bon ratio carbone-azote. Parce que ce qu'on cherche à faire, ça va faire du sens ce que je raconte, puis on va avoir un lien avec les mauvaises herbes, c'est que dans un compost, pour avoir un compost qui se fait rapidement à l'intérieur de 6 mois, OK, peu importe la grosseur de l'andin, le tas, peu importe la grosseur de ton tas, OK, ben, c'est qu'il faut que tu fasses toutes ces méthodes-là. Fait que tu avoir la bonne quantité d'humidité, la bonne quantité genre de matière carbonée, bonne quantité de matière azotée. Puis ça se mesure aussi avec la température. OK? Puis le lien que c'est là-dedans, c'est que lorsque tu fais toutes ces méthodes-là, toutes ces étapes-là correctement dans le mélange du compost, la température intérieure monte à un niveau excessivement élevé. On parle de centaines de degrés, là. Et oui, ça pogne en feu. Puis l'affaire, c'est que là-dedans, il n'y a rien qui survit. Fait que il y a juste certains, quand tu le fais comme il faut, il y a absolument fuck all qui survit là-dedans. Là. C'est tellement chaud que tout ce qui est les. Dans le fond, ce qu'on cherche souvent à faire, c'est la méthode de genre, OK, tu as une phase mésophile où que les champignons commencent à dégrader. Après ça, les champignons meurent, c'est les bactéries. Après ça devient ultra chaud, puis là, ça redescend. Toi, tu veux faire comme tout le temps une espèce de wave de même, puis ça fait en sorte que tout se décompose beaucoup plus rapidement. Ça, c'est en faisant justement les rotations, en intégrant du stock, en intégrant de l'eau, pour atteindre ces températures-là tout le temps et avoir un taux de dégradation qui se fait rapidement. Donc, oui, tu peux chauffer ta maison avec ça. Il y a des méthodes pour faire ça, effectivement. Mais c'est ça. Fait qu'à l'intérieur de ça, les températures très, 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 très élevées font en sorte que la majorité des choses, c'est comme une pasteurisation quasiment. Là. Donc, la majorité des choses crèvent. Oui, il peut y en avoir des fois, parce qu'on s'entend, c'est fait à mi-temps. Puis c'est fait avec des machines, puis c'est des pépines, puis eux autres, ils le testent. Fait que, tu sais, ça se peut, là. Mais en général, bien fait, il n'y a rien qui survit là-dedans. Il y a juste certains insectes, des enfants de même, qui ont la capacité, puis certaines semences qui ont la capacité de tolérer cette espèce de wave-là de température, puis comme ça. Mais c'est vraiment pas tout. Dans le fond, même si on met nos plantes, nos mauvaises herbes dedans, ça change rien parce qu'elles vont être complètement détruites lors du procédé. Ouais, c'est juste que c'est ça. C'est que souvent, on va essayer, c'est ça, d'arracher nos mauvaises herbes avant qu'ils montent en graines. Fait que on essaye de pas propager ces mauvaises herbes-là pour rien dans le compost. C'est surtout ça. Puis dépendamment, ça c'est comme la méthode à l'extérieur, mais aussi, tu sais, nos composts de ville, ce qu'on met de la viande, nos affaires, ça se passe dans des bioréacteurs. C'est une autre game, là. C'est un autre procédé, puis c'est vraiment intense. Parce que c'est comme, on défait de la viande, puis des os, là, puis toutes les matières vraiment intenses là-dedans. Là. Fait que, un autre procédé, plus complexe, ça passe au cash. Techigai, 2 questions. La première, c'est quelle est la meilleure solution contre la praille? Bon, la praille, justement, je me suis gardé. Qu'est-ce que la praille? La praille est une ptéridophyte à mémoire. Fait que, on a fait récemment, justement, dans un... je l'ai-tu gardé, pas loin? Je te le retrouve juste pour te donner, justement, un petit texte là-dessus. C'est une plante. Elle est là naturellement. Ok, je l'ai ici. Bon. Ok. Fait que la prêle des champs. C'est ça. C'est une petite plante au feuillage fin qui se répand en milieu ouvert, particulièrement si l'humidité y est élevée. OK?
Avec son caractère quelque peu envahissant et son apparence singulière, la prêle des champs Equisetum arvens suscite souvent des interrogations de la part des citoyens. Donc, les gens vont le considérer comme une mauvaise herbe, mais c'est une plante qui est indigène au Québec et qui ne pose aucun risque écologique. OK? Si tu souhaites la traiter, il y a différentes manières qu'on peut le faire en passant, exemple, par le réseau d'avertissement phytosanitaire qui va parler de la prêle des champs et comment la contrôler. Cependant, je te dirais, euh, toi, tu voulais surtout savoir si c'était juste quoi ou tu voulais En vraiment fait, la savoir. question est la meilleure solution contre la prêle. Ben, c'est ça, c'est souvent comme en fonction de ton environnement. Fait que tu sais, c'est comme si tes conditions de culture sont aptes à sa croissance parce que c'est bien humide. Tu, tu veux l'éliminer. Tu veux l'éliminer. Ben, euh, fait que là, eux autres, ce qu'ils disent, c'est. Je regarde là, juste pour te donner le résumé de ce qu'ils racontent, là. Souvent, bon, ça va être de densifier ta pelouse pour freiner la propagation. Ça, je te dirais d'aller voir le site de pelouse durable de Québec Vert pour te dire comment faire. Donc, la densification en faisant sûrement du surensemencement, terrotage et compagnie. Et prendre les bonnes méthodes de culture pour ta pelouse. Et si c'est des problèmes d'humidité, ben là, on parle plus de drainage, donc d'aération de ton terrain si t'es pogné dans de l'eau. Fait que, fait que là, c'est juste de faire en sorte que ton terrain soit mieux drainé si c'est pas le cas. Fait que ça se peut que tu sois comme bien pogné dans de l'eau, fait que elle s'installe dans ces endroits-là souvent. Euh, donc, c'est un problème de drainage, c'est un problème de nivellement avec, ça peut être ça. Euh, donc, c'est tout ce qui est retiré les chances de ce qui soit favorable à son implantation. Fait que ça ressemble effectivement un peu à l'asperge quand tu la regardes un peu, quand ça commence à pousser. Il n'y a pas encore les feuilles qui sont sorties, ça ressemble un peu à une asperge, c'est bizarre. Parce que justement, c'est un peu comme les fougères, c'est une ptéridophyte, ça se reproduit par sport. Oh, quand même. Fait que ça peut se reproduire Ouais. sur un temps. Ah oui, mais c'est ça. Fait que là aussi, il parle semi d'automne ou hâtif, ouais, fertilisation azotée adéquate, fait que fertilisation équilibrée, hein, ne pas surfertiliser. Le reste, qu'est-ce qu'il raconte au niveau de la méthode mécanique? Mettons, l'arracher, Bon, c'est-tu la bon faute. ou ça te donne rien? Pour l'instant, c'est ça. Ils disent tu peux épuiser les ressources de la preuve en éliminant les parties aériennes. Fait qu'il faut que tu le fasses lorsque le plant est petit, avant ou au début de la phase de croissance. Euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est parce que tu lui nuis à son pire moment, tu sais, quand elle commence à pousser. Parce qu'elle utilise toute sa force pour croître. Si ça fauche là, tu vas réduire sa capacité. Mais là, tu sais, on approche du mois de juin, habituellement, elle est en pleine croissance. Et elle a accumulé toutes ses ressources passé le 24 là, juin. Là, les autres, là, on parle plus d'eau champ, mais là, tu peux le ramener comme. Euh, Fait que dans le fond, à ce que je que- comprends, là, de la meilleure façon, c'est une compétition avec le gazon. Si tu surensemences ton ouais, gazon, ça va finir par l'étouffer. ouais, c'est ça. Tu peux finir par l'étouffer, puis c'est ton gazon, puis les conditions de culture. Fait que, tu sais, si ton terrain est bien humide, ces affaires-là, prendre les mesures pour aérer, niveler, faire en sorte qu'il soit mieux drainé. Fait que souvent, c'est à cause de ça. Hmm. Les autres méthodes, là, c'est ça, c'est comme tu sais, de la fauche, des affaires de même au meilleur moment. Puis des luttes physiques, ben, eux autres, ils parlent évidemment de faire du paillis, mais tu sais, c'est comme dans du gazon, on s'entend que ça ne fit pas vraiment, là, le paillis, ces affaires-là. Fait que Ouais, c'est un peu ça ressemble compliqué. pas mal à ça. C'est un peu compliqué de commencer Fait que à ça, faire le ça paillis. ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça, là, au niveau de la prêle, là. C'est pas quelque chose qui est nuisible, c'est sûr que c'est pas nécessairement beau, mais c'est pas un risque pour personne. À part pour les chevaux. Mais c'est pas manger les chevaux de la prêle. Ils vont avoir des grosses indigestions. Et la dernière question pour ce soir.
En tout cas, j'espère que ça répond un peu à tes interrogations, Techigai. Et c'est, est-ce que les engrais et ou semences à gazon expirent pour vrai? Donc, il est tombé sur un vieux stock qui a à peu près 20 ans puis qui était dans le sous-sol. Est-ce que c'est encore bon? Ben, je te dirais que pour l'avoir déjà posé la question justement à des gens chez Plant Product, qui est un fournisseur de produits, les engrais, même si, mettons, sont pognés en pain puis des affaires de même, t'as pas eu beaucoup de pertes ou pas beaucoup. Ils sont tous utilisables. Est-ce qu'ils sont moins bons? Ça pas, tu sais, dans le fond, les engrais à libération contrôlée, les affaires comme ça, comme pour la pelouse, c'est sûr que la température agit sur leur taux de libération et l'humidité aussi. Fait que, tu sais, moi, je l'utiliserais. Est-ce que ça va être un peu moins efficace? Possiblement, mais ça va être tout de même efficace. Surtout que c'est souvent des polymères qui enduisent ça. Fait que, je te dirais, écoute, si c'est pogné en pain, là, tu le défais le pain, si t'es capable. Puis ça va être quand même efficace. C'est genre, c'est pas censé perdre de son efficacité. C'est pas. C'est vraiment des minéraux là, dans des petites sphères de plastique. Okay. En effet. Fait que les chances. Mais si c'est, mettons, une semence. Semence, c'est un autre game. Semence, c'est vraiment. C'est du vivant. Les semences ont des réserves pour vivre, genre vraiment d'amidon et compagnie à l'intérieur. Plus la semence est petite, moins elle a de réserves à l'intérieur. Et selon l'humidité et la température, ça va prolonger ou réduire son temps de vie. Donc, si c'est dans un endroit sec, avec peu d'humidité, ça va prolonger sa vie fréquemment. Et on a fait pousser, il y a des affaires qu'on a retrouvées dans des caveaux qui avaient comme 1000 ans, puis ça a poussé pareil. Ouais, Parce que c'est c'est dans des possible. conditions idéales. Fait que les semences, là, si vous savez pas si ça va marcher, essayez-les tout le temps. Parce que c'est du vivant, puis du vivant, c'est vraiment fucking surprenant ce que ça peut faire. Fait que pour les semences, amusez-vous, là, si vous en avez, je dis, hey, ça pousse dessus, essayez-les. Juste les planter. En bout de ligne. T'as rien à perdre. T'es ça. C'est ça. Parce que t'es ça. Le puis pire, ça- c'est que ça pousse pas. Ouais, laisse-les pousser, laisse-les genre attends 2 semaines, là. Puis au-dessus de 14 jours, si c'est rien qui a marché, ben gars, c'est mort. Pour la pelouse, c'est sûr que c'est des très petites semences, là. Ça reste des semences de graminées, là. Fait que. Et c'est en moins de chance, mettons, là, tu sais, dépendamment si sont bien, bien vieilles, là. Mais c'est ça. Ça y est. Mais c'est tout. C'était la C'est tout. totalité des questions. Merci, C'est à moi. Benoît. De rien. Comme premier invité de KO, jardinage 101 avec Ben. Ça a été bien le fun. Ben oui. Ah oui. J'ai appris plein de Fait trucs. que- Est-ce que ça fait plus de sens? Est-ce que c'était compliqué? C'était absolument pas compliqué. Une belle vulgarisation. Merci. Fait plaisir. Donc, Je pense que ça va être tout. Je vais mieux comprendre ce que je fais maintenant avec mon jardinage. Tu vois, le chat parle déjà de jardinage 102. Regarde, on verra, ça va être quand. On sait jamais. c'est ça. Accumuler des questions, si vous en avez. Oui, si vous avez bien des questions, ça me fera un grand plaisir de recevoir Ben de nouveau pour parler jardinage avec lui et lui poser vos questions. Ben, correct. Oui, merci tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions, votre écoute, mon Dieu, vos nombreux messages pendant le live. C'est toujours le fun de vous lire. Je sais que je vous lis moins, surtout en un à un, là, comme là. Ouais. Ouais, c'est un peu moins facile de suivre le chat. Je l'ai devant moi, le chat, puis je le lisais même pas. Ah non, c'est vraiment pas facile.